Bonjour tout le monde, je suis quand même un petit peu impressionné d'être là devant vous. C'est effectivement un exercice que je n'ai pas forcément l'habitude de faire et je suis très heureux en fait que la SRF m'ait proposé de participer à ces sessions de cinéastes au travail pour parler de questions de mise en scène. Parce que de fait, quand on dit oui, je fais du cinéma d'animation ou quand on fait des films, ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut entendre sur les films qu'on fait concerne beaucoup la cuisine, justement, mais la cuisine dans le sens, la fabrication, je dirais, quantitative, le nombre de mois de travail, le nombre de personnes, le nombre de dessins. On est beaucoup dans une sorte de comptabilité des choses. Nous-mêmes, cinéastes, on a un peu tendance, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, on a un peu tendance d'abord à un certain repli sur soi, et puis à parler de notre artisanat, parce qu'on est tous les artisans des films sur lesquels on travaille, à un endroit ou à un autre. Et ce rapport au faire, vraiment à la fabrication manuelle des choses, c'est quelquefois un peu peut-être une sorte de rempart pour éviter de parler d'autre chose, pour peut-être moins parler du fond des choses, du fond des films et de pourquoi on les fait et de pourquoi est-ce qu'on les fait d'une certaine manière. Donc je trouve que être ici devant vous, c'est l'occasion pour moi justement de revenir sur pourquoi j'ai fait certaines choses, pourquoi j'ai fait certaines choses d'une certaine manière, pourquoi les films ont cette tronche-là, en gros. Et c'est pas forcément très facile pour moi parce que justement, c'est plus simple de parler de nombre d'animateurs, d'animatrices et de nombre de dessins et de choses comme ça. Voilà, et c'est une question quand même qui est essentielle parce qu'on fait du cinéma. Voilà, l'animation, c'est... Ah bah c'est quoi l'animation justement? Alors je me suis mis quelques petites... Alors oui, alors, bon, d'abord je vais essayer de me détendre un peu. Euh, Lorsqu'on m'a proposé de participer à ces 3 jours organisés par la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, donc j'étais très honoré. C'est une société, c'est une association qui représente tous les cinémas. Et depuis quelques années, voilà, plusieurs cinéastes qui utilisent l'animation dans leurs films font partie de cette association. Donc je trouve ça important une association comme la SRF puisse représenter tous les cinémas. Mais effectivement, là, on se pose assez, ou on nous pose aussi assez régulièrement la question de voilà, qu'est-ce que c'est que le cinéma d'animation? J'ai l'impression d'avoir fait une digression. Ah oui, voilà, je voulais dire que je me suis tiré un petit peu une balle dans le pied parce qu'on m'a proposé d'avoir un modérateur. Enfin, on m'a demandé, voilà, est-ce que tu veux un modérateur, etc. Et j'ai dit, bah non, je pense que je peux m'en sortir tout seul. Donc j'espère que je vais pouvoir m'en sortir tout seul. Voilà, même si effectivement la situation est un peu particulière pour moi. Cinéma d'animation, donc une tentative de définition. Oui, alors depuis que l'animation existe, hein, alors vous savez, ou vous ne savez pas d'ailleurs, voilà qu'on fait des images dessinées, animées, bien avant de faire du cinéma. Les premiers jeux optiques mettaient en mouvement des dessins. Donc on peut dire que l'animation préexiste au cinéma. La première projection publique d'images animées sur un écran, c'était d'un dessin animé par Émile Reynaud 3 ans avant la projection des Frères Lumière. C'était un film avec des personnages qui bougent, en couleur. Donc c'était quand même vachement mieux que le cinéma à l'époque. En tout cas, c'était différent. C'est une autre proposition. Donc voilà, l'histoire globale du cinéma est liée intimement à cette histoire des dessins qui bougent. Et c'est important de le rappeler. Mais pour autant, on ne sait toujours pas exactement ce que c'est. Enfin, il y a plein de définitions. Alors on dit oui, c'est un genre. Alors évidemment, vous êtes des gens sensibles et vous savez très bien que le cinéma d'animation n'est pas un genre, bien que ce soit
toujours un petit peu compliqué. Même dans certains festivals, voilà, les films d'animation sont catégorisés comme étant, voilà, comme faisant partie d'un genre. Il y a les films de fiction, les documentaires et les films d'animation. Voilà, sachant qu'avec l'animation, on peut faire de la fiction et du documentaire. Donc voilà, c'est un peu biaisé en fait comme lecture. On va dire c'est une technique. Alors oui, c'est une technique, ou c'est plutôt un ensemble de techniques. C'est un ensemble de savoir-faire qui sont mis en place. C'est souvent un travail collectif, mais pas toujours. Il y a certainement des gens dans la salle qui font de l'animation et qui savent à quel point la dimension collective est importante. On a besoin des talents et de l'énergie de chacun. Pour moi, le cinéma d'animation, c'est un regard sur le monde. En fait, c'est une représentation du monde qui prend forcément ses distances, par essence même ses distances avec lui, puisqu'il y a le filtre qui peut être un filtre qui passe par le dessin, qui passe par des objets, qui passe par voilà, toute une imagerie en fait, mais qui fait qu'on n'est forcément pas dans la copie du monde. En tout cas, même si on fait un film d'animation très 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 réaliste, et beaucoup de films d'animation que vous voyez sont très réalistes en fait, en tout cas dans leur décor. Si vous prenez tous les films de Pixar par exemple, mais même les films de Miyazaki, c'est des films où le rapport au décor est un rapport presque photoréaliste. On peut se poser la question d'ailleurs de pourquoi c'est comme ça et s'il ne serait pas temps de changer un peu les choses. Mais voilà, il y a quand même toujours une distance d'avec le réel. En tout cas, cette distance-là, qui pour moi est une distance qui amène de la poésie. Pour moi, la poésie, c'est ça. C'est cette distance qu'il y a entre ce qu'on souhaite exprimer et la manière dont on l'exprime. Voilà. Carafe, il n'y a pas beaucoup de poésie. Alors, je n'essaierai pas de faire de la poésie là à partir d'une carafe, mais si on décrit cet objet ou si on en parle d'une autre manière, à ce moment-là, voilà, on prend cette distance et c'est là où il y a un espace en fait qui s'établit entre cet objet-là et la manière dont je vais en parler. Alors ça, c'est commun à tout le cinéma, hein, même à tous les arts. C'est commun, c'est ce qu'on fait dès qu'on fait une œuvre d'art. Mais c'est pas plus que ça pour moi le cinéma d'animation. Et ce dont on va parler là un peu, c'est davantage de cinéma que d'animation. En tout cas, c'est un peu mon objectif ou ma tentative dans cette petite présentation. Alors, je me souviens d'avoir vu passer une définition qui me plaît beaucoup par un historien de l'animation italien qui s'appelle Bendazzi, qui dit le cinéma d'animation, c'est tout ce qu'on désigne comme tel. Ce qui me paraît tout à fait la meilleure des définitions. Alors, le fait est que j'utilise effectivement l'animation pour faire des films. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Parce que, d'abord, je ne voulais pas faire de film dans ma vie. J'en fais un peu par hasard. Je viens des arts graphiques, je dessine, comme beaucoup de gens qui travaillent dans l'animation. Moi, je voulais faire de la bande dessinée, donc je voulais raconter des histoires, je voulais dessiner des personnages. C'était quelque chose qui faisait que je ne m'ennuyais jamais. Et je me suis retrouvé à faire de l'animation tout simplement parce qu'au cours de mes études, j'ai eu l'opportunité d'en faire, que j'ai fait un premier film qui est un film de fin d'études, et que ce film a eu la chance d'exister en fait en dehors de l'école. Il a été montré dans un bar un jour, dans une programmation de films, de courts-métrages, d'animation, organisée par une association qui faisait ça une fois par mois. Et la personne qui organisait cette projection avait fait venir un distributeur et une attachée de presse, tout jeunes, qui font encore ce métier-là, Thomas Ordonneau et Chloé Lorenzi. Et ils m'ont appelé. Ils travaillaient pour une société qui s'appelait Magourik, qui était une société assez en vogue à cette époque-là, qui produisait beaucoup de courts-métrages et qui commençait à faire quelques longs-métrages, qui n'avaient jamais fait d'animation. Mais en fait, j'ai commencé tout de suite à travailler avec eux. Et notamment, la partie distribution m'a commandé des affiches de films.
Faire ces affiches m'a permis de rencontrer des cinéastes, notamment Emmanuel Mouret, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et puis, cette société de production m'a dit « mais t'as pas envie de faire un autre film ?» Et c'est comme ça que les choses se sont développées. Enfin voilà, c'est pour ça que je suis là en fait devant vous, et que finalement je finis par me résoudre à me dire que peut-être que je suis un cinéaste d'animation. En tout cas, je suis assez heureux de faire ça. D'abord parce que je travaille avec des gens assez incroyables, et ensuite parce que j'aime pas trop l'animation. C'est pas forcément un moyen d'expression. Il y a beaucoup de films d'animation que j'aime, mais quand je vais voir un film, je préfère voir un film dit en prise de vue réelle qu'un film d'animation. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à faire ce genre de film, parce que, vous voyez, j'ai employé le mot genre. C'est pas bien. Parce que en bande dessinée, j'avais tellement de maîtres à penser, j'aimais tellement la bande dessinée, j'en lisais tellement, il y avait depuis tout petit, avec évidemment des phases entre ma petite enfance, mon adolescence et ma vie d'étudiant. Il y a vraiment des gens qui m'ont absolument subjugué en bande dessinée. Et quand j'ai commencé à faire de l'animation, j'y connaissais rien, et donc j'étais tout à fait candide, j'avais pas de maître à penser. Je m'en foutais en fait. Voilà. Avec mon premier film sur lequel je reviendrai un tout petit peu, je me suis rendu compte que j'avais peut-être une place à cet endroit-là, et à cette place, il n'y avait personne d'autre, ou en tout cas personne que j'arrivais à identifier. Et ça m'a donné une certaine liberté de pouvoir faire les choses comme je le voulais. Et puis j'ai eu la chance, comme je le disais tout à l'heure, de rencontrer des gens qui m'ont permis aussi, qui m'ont quelque part donné l'aval, qui m'ont donné l'autorisation de continuer à faire des choses. Ça va ? Ok, alors je continue. Donc c'est comme ça que je suis devenu cinéaste d'animation. Et en discutant avec mes camarades, mes collègues, les gens qui font le même métier que moi, ou qui travaillent avec moi, il y a quand même une constante, c'est que les gens qui travaillent dans l'animation n'ont pas fait d'école de cinéma. Et c'est très intéressant de le souligner. C'est-à-dire que il arrive que des gens qui viennent du cinéma de prise de vue réelle ou de prise de vue continue fassent un film d'animation. Il y a plusieurs exemples. Il arrive que des gens qui sont plutôt issus de l'animation fassent des films en prise de vue réelle. Mais le fait est que, je ne connais pas évidemment les enseignements dans toutes les écoles, mais j'ai la sensation, vous me direz si je me trompe, que dans les universités, dans les facs de cinéma, dans les écoles de cinéma, à Fémis, à Louis Lumière, je ne dis pas qu'on ne parle pas d'animation, mais on n'en fait pas beaucoup. Et je ne suis pas sûr qu'on aborde ce champ-là, qu'on lui donne quelque part la place qu'il pourrait mériter. Et les gens donc, qui font des films d'animation sont des gens qui viennent plutôt du dessin. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des artisans, ce sont les artisans de leurs propres films, ce sont donc aussi des techniciens, ce sont des gens qui travaillent beaucoup sur les films des autres. C'est une dimension qui est assez intéressante, et il me semble que ce n'est pas beaucoup le cas dans la prise de vue réelle. C'est en général des gens qui ont une bonne culture cinématographique, tous champs confondus, qui connaissent assez bien les films en prise de vue réelle parce qu'ils en voient, qui connaissent des films de fiction, des films documentaires, des essais, des films expérimentaux. Et j'ai un peu la sensation que les cinéastes d'animation connaissent mieux la prise de vue réelle que les cinéastes de prise de vue réelle ne connaissent l'animation. Ce qui n'est pas grave, mais c'est intéressant de le constater. Et en tout cas, voilà, donc on vient, nous, de la pratique. Il arrive que des cinéastes qui font des films d'animation ne dessinent pas. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de savoir dessiner pour réaliser un film d'animation, pour concevoir un film d'animation. Ce n'est absolument pas nécessaire. Parce que faire un film d'animation, c'est faire un film tout court. Il se trouve que voilà, on utilise une palette qui n'est pas tout à fait la même, ou qui est peut-être plus vaste que celle de la prise de vue réelle, puisque évidemment, on utilise tous les outils à notre disposition qu'a aussi la prise de vue réelle, le cadrage, les mouvements de caméra, les raccords, les déplacements des personnages dans le cadre, les déplacements du cadre, la relation entre le son et l'image, etc., etc. Mais on a aussi des éléments de palette en plus
qui viennent du fait qu'il nous manque quelque chose d'essentiel. C'est la présence humaine. Dans un film d'animation, il n'y a pas d'être humain, il y a des représentations. Je disais tout à l'heure, c'est une manière de représenter le monde, et en particulier les êtres humains, les visages, les actions. J'ai fait mon mémoire de fin d'études autour du travail de Alain Cavalier, qui est un cinéaste qui s'est débarrassé de beaucoup de choses qui l'encombraient dans le cinéma, je dirais, la manière un peu traditionnelle de faire du cinéma dans les années 60-70, et qui a continué ce travail ce travail d'épure, en fait, jusqu'à se débarrasser des équipes, des scénarios. Enfin voilà, il fait des films maintenant tout seul, depuis longtemps. Mais je me souviens que quand je préparais ce mémoire, il parlait beaucoup du fait que le cinéma, pour lui, c'était filmer des visages. Alors il se trouve qu'il filme beaucoup des objets. Et le cinéma d'animation, c'est pas filmer des visages. La puissance d'un visage filmé au cinéma, en prise de vue réelle, la puissance d'un visage sur un écran, c'est une puissance complètement dingue, et on a tous été subjugués par des présences, des visages d'acteurs, d'actrices sur un grand écran. Et on n'a pas ça en animation. Et on ne l'a tellement pas que essayer de le reproduire me semble être un leurre, me semble être une mauvaise piste, en fait. Par contre, on a des représentations de visages qui passent par du graphisme, de la couleur, de la vibration de la ligne, par exemple, de la transformation, de la métamorphose, qui peut passer aussi par la métamorphose de décor. On a la possibilité de créer un monde avec notre main très rapidement, très facilement. On a une idée, alors pour celles et ceux qui dessinent, on a une idée, hop, on la met sur le papier et elle devient tout de suite palpable. Donc, en plus de la palette, je dirais, du cinéma de prise de vue réelle, on a aussi cette palette graphique avec laquelle on peut jouer. Et je reviendrai dessus avec les 3 exemples sur lesquels je vais un peu plus m'arrêter, puisque c'est un peu ça l'idée de ma présentation, c'est de revenir sur 3 scènes, hein, en fait. Une scène de La jeune fille sans main, une scène de Linda vue du poulet, et une scène de Prends garde à toi, qui est donc le film qui est en cours de présentation, et je présenterai des éléments qui n'ont jamais été présentés à personne. Et je vais boire un coup. Est-ce que vous avez des questions ? Alors je vous demanderai régulièrement si vous avez des questions, parce que comme je suis tout seul et que vous êtes vachement plus nombreux que moi, comme ça il y a un échange qui peut s'instaurer. Alors donc n'ayez pas peur de poser des questions, parce que justement vous êtes du bon côté du fusil quelque part. Et je vous prie de m'excuser par avance, mais il m'arrive très souvent de faire des digressions. Et voilà. Donc si jamais vous voyez que je perds le fil, vous levez la main et vous m'alertez, parce que voilà. Donc il y a une question. Oui, en fait c'était pour revenir sur ce que vous aviez dit sur les écoles de cinéma, etc., qui parlent pas beaucoup, genre de tout ce qui est cinéma d'animation. Et en fait, pour l'instant moi je suis en terminale, mais en spécialité cinéma. Et en fait on n'a vraiment à aucun moment parlé de cinéma d'animation. Mais avec 3 amis à moi, on a décidé d'en faire un parce que c'était le projet de fin d'année. Sauf qu'en fait, vraiment, on était laissés un peu à l'abandon pour faire notre projet. Et enfin, on ne montre pas assez les possibilités qu'on peut faire. Parce que moi, j'adore le cinéma en prise de vue réelle. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on laisse vraiment le cinéma d'animation de côté. Et on a eu de la chance d'avoir un intervenant venant du Forum des images pour un tout petit peu nous aider. Mais c'était assez laborieux parce qu'on était complètement lâchés. Voilà. Oui, ce que vous dites rejoint d'autres choses que j'ai pu vivre quand j'étais étudiant. Moi, j'ai fait les arts déco, donc c'est pas une école de cinéma, mais il y a des liens avec la FEMIS. Il y a plusieurs personnes à la FEMIS qui voulaient faire de l'animation, et c'était pareil. Il y avait un prof, Alain Monclin, qui s'intéressait à l'animation, qui connaissait 2-3 choses, mais voilà, il fallait faire venir des gens issus de l'animation pour parler à ces élèves-là, parce que
c'est comme si les cinéastes de prise de vue réelle, je sais qu'il y en a dans la salle, sont complètement démunis dès qu'on parle d'animation. Et ça nous arrive aussi très souvent dans des commissions, par exemple. Moi, j'ai très souvent fait partie de commissions au CNC où on avait des projets d'animation et on se tournait vers moi en disant « Ah non, mais moi, j'y connais rien en animation ». Et je leur disais mais vous y connaissez en cinéma. Donc, en fait, vous pouvez parler du film. Après, je comprends qu'il y a des outils. Ce qu'on demande à un film d'animation dans un dossier, je reviendrai peut-être là-dessus, on demande des outils spécifiques, notamment un storyboard. Tout le monde n'est pas forcément capable de lire un storyboard, mais quand même, si le storyboard est suffisamment lisible, c'est pas très compliqué de comprendre qu'il y a des intentions de mise en scène. De toute façon, la mise en scène, c'est ça, en fait. Voilà, on a un texte, on a un projet, on a une intention, on a une intuition, on la transforme, on la malaxe, et puis après, qu'on la fasse avec des comédiens, des comédiennes, qu'on la fasse avec des images autres, qu'on la fasse avec des dessins, qu'on la fasse avec des objets, qu'on la fasse avec même juste des couleurs. Après tout, c'est toujours un peu la même démarche. Et c'est un peu le cas aussi au niveau des critiques. Il se trouve que des critiques de cinéma dans la presse, alors ça change. Les critiques parlent de plus en plus et de mieux en mieux de films d'animation. Il se trouve qu'il y a aussi de plus en plus de recherches universitaires, de thèses autour de l'animation, ce qui est une bonne chose. Je pense que la raison de tout cela est que nous qui faisons de l'animation, on est un peu des ours en fait. C'est-à-dire que voilà, on dessine, donc quelque part, on est comme ça, vous voyez. Alors que c'est bizarre, c'est-à-dire qu'on fait du cinéma comme ça, penché sur une table. Et donc c'est pas un hasard si on a du mal à parler. C'est que en fait nous notre moyen d'expression c'est pas la parole, c'est le dessin, etc. Donc c'est quelque chose on est dans un dialogue personnel avec ce qu'on fait, avec le dessin, ou qu'on fasse de la 3D sur un écran. Enfin voilà. On est un peu comme ça dans une sorte de bulle. Et lorsque la SRF a proposé que des cinéastes d'animation entrent dans l'association, nous on en a parlé. Moi je fais partie de la SRF là, depuis quelques années. On en parle un peu autour de nous. Et il y a plein de mes collègues qui vont dire mais moi ça me concerne pas. Je me sens pas concerné. Je lui dis mais tu fais du cinéma. Elle me dit mais oui mais d'accord mais moi je fais de l'animation. Enfin c'est comme si les choses étaient donc complètement séparées. Donc c'est un peu de notre faute à nous. Et donc, on a fait notre petit chemin parallèle et je crois qu'on arrive à un moment aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis ravi d'être là devant vous, où les choses deviennent plus poreuses et où on se parle. Le nombre de quiproquos que j'ai pu avoir avec des collègues cinéastes de prise de vue réelle qui ne comprennent pas ce que je fais, qui ne comprennent pas comment je travaille, et c'est normal. Si j'en parle pas, ils ne peuvent pas comprendre, quoi. Donc parlons-en. Pas mal, hein. Alors, juste pour vous dire, avant de vous parler des trois, vous voyez un visage là, des trois longs métrages sur lesquels je voudrais revenir. Alors, je vais juste contrôler l'heure. Juste vous dire que moi j'ai commencé par faire des courts-métrages. La plupart des cinéastes d'animation ne font que des courts-métrages. Il y a des grands cinéastes d'animation qui ont fait une carrière uniquement en court-métrage, ce qui, pour les cinéastes de prise de vue réelle, paraît un peu étrange, puisque le court-métrage est souvent un tremplin vers le long-métrage, qui est le format plus noble. Ce que je comprends, évidemment, bien sûr. Moi, j'ai vu la grande différence entre le fait de faire des courts-métrages et le fait de faire des longs-métrages, dans les relations avec le public, dans les relations avec la presse, avec la manière dont les films circulent. Enfin, c'est quand même assez différent. Voilà, mais surtout dans les retours du public. Mais donc voilà, j'ai fait plusieurs courts-métrages qui sont tous assez différents. Donc je vous montre. Alors ça, c'est une image de mon film de fin d'études, qui est un film très bricolé, qui est un journal. C'est un film qui a été fait sans scénario, complètement improvisé. Chaque jour, je me mettais à ma table de travail et je me disais, voilà, qu'est-ce que j'ai fait la veille, comment est-ce que je vais raconter ça. Donc j'improvisais et puis à la fin de la journée, il fallait que ça soit terminé. Donc ça m'obligeait à être assez rapide. Comme j'aime pas trop travailler, c'était très bien, ça me correspondait très bien. J'avais pas trop de préparation, même zéro préparation, et donc les choses se faisaient comme ça au jour le jour. Et après, il y avait un travail de montage. Ça, c'est un autre film qui s'appelle Vasco, qui est l'adaptation d'une chanson d'un chanteur qui s'appelle Dominique A, qui utilise, qui est dans une esthétique très différente, très simple aussi. Là, l'image que vous voyez, en fait, le blanc c'est de la lumière et le noir c'est des grains de sable posés sur une table de verre. J'avais dit que je parlerais pas de technique, voilà, j'en parle. Voilà, c'est juste pour dire que c'est dans une esthétique assez différente.
Ça, ce sont des objets qui sont, pareil, filmés directement. Il y a beaucoup de typographie dans ce film qui s'appelle Regardez Ohana, que j'ai fait juste avant de faire Vasco. Et ça, c'est un film documentaire qui utilise l'animation, mais aussi la prise de vue continue, qui s'appelle Daphné ou la belle plante, voilà, qui est un portrait. Et puis, alors comme il n'y a pas beaucoup de dessins, alors qu'on se dit oui, le film d'animation. Alors moi, j'ai pas de problème avec l'acception de dessin animé. C'est pareil, ça quand je parle aux gens, on dit est-ce qu'on peut dire que c'est un dessin animé? Ben oui, c'est un dessin animé. Enfin, quand c'est du dessin qu'il est animé, c'est un dessin animé. Donc cinéma. Enfin, pardon, je ne sais pas à qui je parle. Donc, cinéma de prise de vue réelle, cinéma de prise de vue discontinue, on va dire, donc cinéma d'animation. Donc, dans le cinéma d'animation, il y a une branche qui est le dessin animé. Donc, voilà. Donc, ce film-là est un film d'animation, mais ce n'est pas un dessin animé. Voilà. Là, par contre, il y a 4 images issues de clips que j'ai fait aussi pour Dominique A et qui sont, pour le coup, dessinées. Voilà. Est-ce que je me suis embrouillé? Non, ça va? Vous suivez? Ok, super. Il fait frais ici, c'est pas mal. Hein. Alors, La jeune fille sans main est un long métrage qui est sorti en 2016, qui a été réalisé dans des circonstances un peu particulières. Et on va donc là rentrer plus dans les problématiques, les questions de mise en scène, en tout cas j'espère. En 2001, un producteur, les films Péléas, m'a proposé d'adapter une pièce d'Olivier Py qui s'appelle La jeune fille, le diable et le moulin. J'ai travaillé pendant plusieurs années au développement de ce film avec un scénario, un storyboard. Donc storyboard, on fait des images fixes dans lequel il y a une intention de mise en scène. Et puis on n'a pas trouvé assez d'argent pour le faire. Le film a été abandonné en fait en 2008 et en 2013 en fait ma compagne a la possibilité d'aller à la Villa Médicis pendant 1 an et de percevoir une bourse qui est assez conséquente et qui fait que je peux avoir 1 an devant moi sans rien faire. Et donc je me suis dit plutôt que de ne rien faire, je vais reprendre ce projet. Mais je n'avais pas les droits d'adaptation de la pièce, je n'avais pas de producteur, je n'avais pas de studio, je n'avais rien que du temps, ce qui est déjà pas mal, l'argent de ma femme, ce qui a été super, et un peu de papier et un peu d'encre. Et donc finalement, La jeune fille sans main a existé sous cette forme-là d'un film fait tout seul, où j'ai animé tous les plans sans préparation, sans scénario, sans storyboard, parce que comme je n'avais pas les droits d'adaptation, je n'ai pas repris le scénario, puis ça ne m'intéressait pas. Et de toute façon, je voulais faire le film complètement différemment. C'était une expérience. Comme on était dans ce cadre de résidence, enfin moi, je n'étais pas résident, hein, j'étais dans la valise, je pouvais me planter, c'était pas grave. Il n'y avait pas d'argent en jeu, donc c'était très simple en fait. Et donc je suis parti, j'ai fait le premier plan, puis j'ai fait le deuxième plan, et puis j'ai fait le troisième plan, etc., etc. En suivant un canevas qui n'était pas celui du conte. J'ai dit que c'était la pièce d'Olivier Py était l'adaptation d'un conte de Grimm. Non, je ne l'ai pas dit. Donc voilà, c'est l'adaptation d'un conte de Grimm qui s'appelle La jeune fille sans main. Donc je n'ai pas utilisé les dialogues d'Olivier Py. Je suis reparti du canevas du conte, mais j'avais écrit aussi un texte parce qu'il y a un moment, je voulais le faire en prise de vue réelle. Donc j'avais écrit une sorte de synopsis et je me suis basé sur le souvenir que j'avais de ces 2 textes-là. Alors, je vais vous montrer un passage. Alors, on va commencer par le lire, qui est donc ça, c'est juste un extrait du conte tel qu'il est dans la version de Grimm. Comme tous les contes, en fait, il existe plein de versions. Attendez, avant de lire ça, parce que donc la jeune fille sans main raconte l'histoire d'une jeune fille qui est vendue au diable par un pauvre meunier, qui rencontre le diable, qui lui dit tu seras riche si en échange tu me donnes ce qu'il y a derrière ton moulin. Et le meunier pense qu'il parle de son vieux pommier. Et en fait, au moment où il signe le pacte, il y a sa fille qui est derrière le moulin. Donc le diable vient pour récupérer la fille, et la fille est tellement pure en fait qu'elle elle pleure sur ses mains. Elle se lave, elle est trop pure, et donc le diable ne peut pas la prendre. Alors il y a aussi une histoire de cercle, etc. Bon bref, le diable ne peut pas l'emporter et demande au père de couper les mains de sa fille. Voilà ce que comme tout bon père il fait. Donc il coupe les mains de sa fille, voilà. Mais elle pleure sur ses moignons, ce qui est un très joli mot. Et donc le diable part courroucer, et c'est le début de l'histoire. Et ensuite, elle va errer
rencontrer un prince qui va l'emprisonner, en fait. Il est très amoureux de la jeune fille et en fait il va l'emprisonner dans une sorte de cage dorée et finalement elle va quitter ce château et elle va grandir, en fait elle va grandir par elle-même et elle va se prendre en main, en fait, et ses mains vont repousser, ça se termine bien. Donc ce passage, elle vient de quitter le moulin, elle a les mains attachées dans le dos, en tout cas dans la version de Grimm. Et au milieu de la nuit, elle arriva devant un jardin royal où la lune faisait briller les fruits qui pendaient aux arbres. Une douve entourait le verger et elle ne put y pénétrer. Mais elle tomba à genoux car elle mourait de faim. Alors, un esprit vêtu de blanc apparut et toucha une des écluses de la douve qui se vida. La jeune fille s'avança parmi les poiriers. Elle n'ignorait pas que chaque fruit, d'une forme parfaite, avait été compté et numéroté et que le verger était gardé. Néanmoins, dans un craquement léger, une branche s'abaissa vers elle, de façon à mettre à sa portée le joli fruit qui pendait à son extrémité. Elle posa les lèvres sur la peau dorée d'une poire et la mangea, debout dans la clarté lunaire, ses bras enveloppés de gaz, ses cheveux en désordre, la jeune fille sans main, pareille à une créature de boue. La scène n'avait pas échappé au jardinier, mais il n'intervint pas, car il savait qu'un esprit magique gardait la jeune fille. Donc, ça, c'est une version. Il y a d'autres versions où elle prie, en fait, où elle voit ses poires, et elle a très faim, et elle prie, et il y a un ange donc, qui arrive. Alors, je vais vous montrer un extrait de la toute première version du film. Qui a vu La jeune fille sans main ? Ah, bah, ça fait vachement de gens. Ah, bah, merci beaucoup. Alors, je vais vous montrer un extrait de ce que le film aurait pu être il y a donc 15 ans. Le film devait être fait à Folle Image, qui est un studio à Valence. Et je vais vous montrer un extrait qui montre en fait l'animatique, c'est-à-dire le storyboard filmé. Et les derniers plans seront dans la version finale, en fait. Alors, je ne sais pas si on peut éteindre la lumière, ça serait super. Ces poires sont si belles qu'on les dirait dessinées. Mon Dieu, faites-moi la grâce de goûter à ce fruit. As-tu peur de moi? Tout m'a déjà été enlevé. As-tu confiance en moi? Je n'ai pas le choix. Si je pouvais te donner ce que tu désires, tout, selon ton souhait, et parce que tu le mérites, que voudrais-tu? Cette poire. Et demain? Une autre poire. Rien de plus. Je n'ai pas appris à désirer. Tu apprendras. Votre voix est douce. Je suis ton ange gardien. Ta voix est douce, ange gardien. Cette parole te rapproche de moi. Voici un pont pour franchir les douves. Tu entreras dans ce jardin et tu mangeras cette poire que tu désires. Tu la mangeras à même l'arbre. Il ne restera plus que le trognon pendu par sa tige à la branche, si bien que demain, le jardinier qui a pour travail de les compter croira que c'est un oiseau qui l'a rongé en s'appuyant sur l'air. Quand on fait un film, quel qu'il soit, on a une intuition au départ, on a un désir, on a quelque chose qui est un peu impalpable, indicible, on a envie de faire quelque chose. Alors ça peut être... la source de ça peut être les sources peuvent être très diverses. Hein. On a envie de parler d'un sujet, on a envie de travailler avec un comédien, une comédienne, on a envie de développer une idée qu'on a depuis longtemps, on a envie de travailler avec des gens, ou bien on a envie de répondre à une sollicitation, on est happé par un texte. Et en fait, nous, notre travail, c'est de se poser la question de voilà, pourquoi est-ce que je veux faire ça ? Comment je veux le faire ? Enfin, quelles sont mes intentions et quels moyens je mets en œuvre en fait pour ça. Ce film-là était un film jeune public. Je tenais à ce que ce soit un film pas cher,
parce que c'était ma première expérience, parce que le producteur n'avait jamais fait d'animation. On était dans l'après-Kirikou, on était aussi dans un moment où le cinéma de Miyazaki commençait à beaucoup résonner en France. Donc on est en 2001, moi je commence à travailler sur ce film. Et en fait, je me dis, on va faire ce film comme un livre d'images, avec pas d'ombre, des couleurs en aplat, des formes très fermées, quelque chose de très lisible. Alors je dis pas d'ombre parce que quand on fait de l'animation, en tout cas de l'animation dessinée, les ombres ça coûte cher. Alors il y a une table ronde autour du budget, je crois, c'est ce soir. Hein. Voilà, donc en animation on parle souvent de budget comme dans le cinéma. Voilà, donc faire une ombre ça coûte cher, faire des foules ça coûte cher, ça c'est comme en prise de vue réelle. Mais il y a aussi des choses qui peuvent coûter plus cher en prise de vue réelle, on verra ça tout à l'heure, et qui coûtent moins cher en animation, ou en tout cas pas si cher. Et donc ce film-là, voilà, je me disais, et on disait ça avec les producteurs, David Thion notamment, il faut voilà, que le film soit immédiatement accessible, il faut qu'on puisse le produire assez facilement. Donc c'était un film qui devait coûter 4,5 millions, ce qui est pas très cher en fait, même à l'époque, pour un long métrage d'animation. Il y avait beaucoup moins d'informatique, hein. Là c'est tout est fait sur papier, enfin en tout cas le dessin, l'animation est fait sur papier. Ce qui n'est pas très intéressant, mais je le signale quand même. Et donc ce film-là n'a pas existé. Et donc c'est là où des années plus tard, je me retrouve confronté à cette scène-là, avec une esthétique très différente. Donc pour celles et ceux qui ont vu le film, vous le savez. Et je suis donc dans une espèce de flux. Là, mon intention, c'est pas une intention de film. Quelque part, le film m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de le faire. Je suis presque en transe en train de faire le film. Je l'improvise au fur et à mesure. Je le vis au fur et à mesure, sachant que je travaille sur papier et que quand on veut voir les choses en animation qu'on a faites sur papier, il faut filmer les dessins un par un. Et je ne prenais pas le temps de faire ça. Donc tout était dans mon imaginaire et sur des feuilles qui étaient dans des piles. Voilà, et j'ai mis beaucoup de longs mois avant de voir ce que j'avais dessiné lors de cette résidence italienne. Et donc j'arrive à cette scène, et cette histoire d'ange ne m'intéressait pas beaucoup. J'avais changé. Les dialogues que vous avez entendus là, ce sont les dialogues d'Olivier Py. Moi, je n'avais pas ces dialogues-là, je voulais être beaucoup plus libre. Et je suis la jeune fille, c'est-à-dire que je la suis dans les deux verbes. C'est-à-dire qu'à la fois dans le verbe être et dans le verbe suivre. Je l'accompagne et je la ressens complètement. Et elle sort de cette forêt où elle a bu de l'eau croupie, elle est affamée, enfin voilà, elle est en loques, elle a les mains coupées, elle est beaucoup moins propre que celle qu'on a là, elle est beaucoup moins en meilleur état, elle est plus humaine en fait quelque part. Et elle arrive au bord de cette rivière et je me dis, je ne vais pas mettre d'ange. Mais qu'est-ce que je mets? Alors dans le synopsis que j'avais écrit pour le faire en prise de vue réelle, j'avais mis qu'elle montait sur le dos d'un cerf, parce que je voulais que le film soit plus proche de la nature. Et puis le cerf, c'est compliqué à animer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà animé des cerfs, mais j'avais pas envie de m'embêter en fait avec un quadrupède, c'est compliqué. Donc pas de cerf, pas d'ange, et donc je ne sais pas. Et je vois ma jeune fille, et quand je dis que je la vois, je la dessine, mais je la vois qui met un premier pied dans l'eau. Et puis, vous verrez, je vais vous montrer la séquence, il y a plusieurs plans où elle est dans l'eau. Et puis, il y a du courant, et puis je me dis, elle est prise dans le courant, parce qu'il y a les poires de l'autre côté, mais j'ai besoin de cet esprit magique parce qu'il réintervient à un moment dans l'histoire. Donc il est quand même important. Et quand elle est au milieu de l'eau, je ne sais pas encore comment je vais résoudre mon problème. Mais je vois qu'elle est bientôt sur l'autre rive et qu'il ne faudrait pas qu'elle arrive à la poire toute seule, quoi. Et donc je me dis, je vais la faire couler. Et donc je la fais couler, et vous verrez que le plan où elle coule, il est très long. J'ai fait plein de dessins, il est très très long. Et ça m'a laissé le temps d'imaginer ce qui allait arriver après. Et je vous laisse découvrir alors ce qui arrive.
Comment se fait-il qu'une fille si jeune rejoigne le fond de mon lit? Es-tu là pour mourir? Au contraire, je ne désire rien d'autre que de vivre. Il y avait des poires, je voulais juste en manger une. Les poires sont dans un verger. Le verger dans un jardin. Ce jardin est celui d'un prince. Tu n'es donc pas ici par hasard. Va, mange et vis. Alors, dans cet extrait, on peut voir justement l'illustration de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a bien une succession de plans, on a du son qui est synchrone avec l'image, le son est assez naturaliste pour le coup. La rivière a un son de rivière, le vent a un son de vent, il y a de la musique, comme dans beaucoup de films. Et puis, il y a d'autres outils en fait, que j'ai à disposition, notamment la couleur. Le premier plan là, de la séquence, on voit les arbres qui scintillent. Pardon. Là, il n'y a pas du tout d'animation, il y a juste une animation de couleur. Le film est fait de manière très simple, avec très peu de moyens. C'est sans doute le film le moins cher, le long métrage le moins cher qui a été produit en France, puisqu'il a dû coûter 350 000 €. Donc par rapport aux 4,5 millions, et on parlera de budget encore tout à l'heure sur les autres films, parce que c'est important, cette question de l'argent, de combien coûtent les choses et de pourquoi est-ce qu'on fait les choses d'une certaine manière, dans un certain type de budget aussi. Donc là, je suis tout seul, donc moi, je coûte pas trop cher, ça va. Mais voilà, donc j'essaie d'utiliser un maximum de moyens, et notamment donc, la couleur qui transmet une sensation. Le cinéma, c'est des histoires, c'est des informations, c'est des personnages, mais c'est aussi beaucoup des sensations. Et la mise en scène participe de ça. La mise en scène est là pour ça, en fait, pour nous faire ressentir les choses plus que pour nous les faire comprendre, à mon avis. C'est ça qui m'intéresse, en tout cas dans le cinéma, c'est cette part de mystère, c'est cette part d'indicible. J'aime pas beaucoup les films qui nous prennent par la main depuis le début et qui, à la fin, nous relâchent et on a absolument tout compris. Voilà, on a suivi une histoire et puis on n'a rien ressenti. Ce qu'on aime au cinéma, c'est de ressentir les choses. L'histoire est un moyen pour nous faire ressentir les choses. Et là, donc la couleur, ce premier plan avec les arbres, la couleur est animée. Il se passe quelque chose à ce moment-là. Voilà, elle sort de la forêt. L'endroit où elle arrive est plus apaisant. Et il a quelque chose de merveilleux. Il y a ces poires qui scintillent, elles aussi. Donc la couleur aussi participe du désir. Enfin voilà, on comprend dans la mise en scène, enfin j'espère, que voilà, elle est attirée par ces poires, en tout cas que c'est son objectif. Et puis il y a la trace. Le film est dessiné sur du papier avec un pinceau qui laisse des traces. Et cette trace, j'ai voulu la conserver, évidemment, je joue avec. Et notamment lorsque la jeune fille est dans l'eau, il y a un plan où elle se tourne comme ça. Alors ça, en prise de vue réelle, et il y aura un autre exemple tout à l'heure, il faut mettre la caméra dans l'eau, etc. Moi, je ne sais pas combien ça coûte. Je sais pas, il y a des cinéastes de prise de vue réelle, ils me diront si c'est compliqué à faire. Mais enfin bon, c'est quand même, ça demande quand même une certaine logistique. Là, voilà, c'est trois coups de pinceau, et les coups de pinceau les plus jetés possibles, parce que et l'eau et la jeune fille, la manière dont elle est dessinée, la trace est faite très rapidement, et il y a une très grande vibration. Et là aussi, c'est de la sensation. C'est de la sensation de perdition, de stress, de crainte, d'angoisse, plus le fait d'avoir une caméra au ras de l'eau qui nous immerge quelque part avec la jeune fille. Donc dans ce plan-là, par exemple, de la jeune fille, j'utilise à la fois un outil de prise de vue, tout simplement, de cadrage propre au cinéma, quelle que soit la typologie de film, et un outil purement graphique pour véhiculer cette sensation. Voilà, donc juste pour revenir sur la genèse de cette séquence,
il faut que je me dépêche un petit peu. La jeunesse de cette séquence, il y a donc une grande dose d'improvisation. Et donc, c'est au moment où elle coule que je me dis, je vais faire une déesse de l'eau. Et cette déesse de l'eau, on va la retrouver plus tard dans le film. Et en fait, c'est dans des moments comme ça. Il se trouve que quand on est revenu à Paris, après la résidence en Italie, la première séquence que j'ai voulu regarder et que j'ai voulu monter, c'est cette séquence-là. Parce que j'avais ressenti au moment où je la faisais quelque chose d'assez puissant. Et je me disais, tiens, là, j'ai l'impression d'avoir peut-être réussi quelque chose. En tout cas, j'étais curieux de voir le résultat. Donc c'est la première séquence du film que j'ai regardée. Et j'en étais assez... je ne peux pas dire satisfait, parce que je ne sais pas si on est satisfait, mais j'étais dans le film, en fait. Quand j'ai vu cette séquence-là, j'étais assez avec le personnage, et ça m'a plutôt conforté dans l'idée de continuer. De fait, en Italie, je n'avais pas pu faire plus de 40 minutes potentielles de film. J'avais fait un certain nombre de plans. J'avais quand même testé les premiers plans, donc je savais qu'en moyenne, les plans faisaient 6 secondes. Donc j'arrivais à faire une espèce à vue de nez de durée globale. Je ne me suis pas trop trompé, donc je suis revenu avec un certain nombre de plans qui représentaient à peu près 40-45 minutes de film. Donc il manquait une demi-heure à faire, et au final, il m'a fallu encore un peu de temps pour terminer. Mais cette première séquence m'a plutôt conforté dans l'idée que peut-être c'était possible de continuer. Il se trouve que c'était quand même un sacré pari, puisque une des directions aussi prises pour faire ce film donc en solitaire, plutôt que d'animer moins, j'ai décidé de dessiner moins, donc de faire des formes qui soient incomplètes. Et c'était un pari parce que les personnages d'abord sont transparents, ils vibrent tout le temps. Et votre cerveau est sans cesse sollicité par ces images qui sont toutes incomplètes. Et je me disais, bon, je leur demande quand même pas mal aux spectateurs, est-ce qu'ils vont tenir le coup sur 1h15 ou 1h30 de film? Et lorsque le film est sorti, j'ai eu plutôt la surprise de constater que c'était viable. C'est-à-dire que non seulement les spectateurs restent dans la salle, ce qui est plutôt pas mal, mais en plus, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis beaucoup interrogé là-dessus. À partir du moment où j'ai fait ce film-là, j'ai eu l'impression d'ouvrir une pièce et de découvrir une sorte de nouvelle salle que je ne connaissais pas, et dans laquelle je suis un peu en train de m'installer là, et les autres films vont le démontrer aussi, ou en tout cas... Donc je creuse toujours un peu le même sillon là, depuis une dizaine d'années, en tout cas dans l'utilisation de cet élément graphique animé pour raconter des situations et des personnages. J'ai l'impression quelque part que moins on les dessine, plus les personnages sont présents. Ce qui peut sembler paradoxal, mais au fond, comme votre cerveau est sollicité, vous comblez les manques, et donc quelque part, il y a peut-être une adhésion qui se crée. Alors il y a aussi beaucoup le son qui participe à ça. L'image étant très parcellaire et défaillante quelque part, on a essayé de faire un son qui soit plus performant. Donc ça aussi, c'est une direction de mise en scène qui a été là dès le début, et on va revenir là-dessus sur les projets suivants. Linda veut du poulet est un film qui est sorti il y a 2 ans, qui est coécrit et co-réalisé donc avec Chiara Malta, qui est une cinéaste qui vient, elle, de la prise de vue réelle, et qui a amené énormément au film. Alors d'abord, c'était au départ elle qui voulait faire ce film. Elle voulait absolument parler d'enfance, elle voulait parler aux enfants, elle voulait parler aux enfants d'une manière adulte, quelque part. Lorsqu'on écrivait le film ensemble, on a essayé de chercher de l'argent, évidemment, tous les films demandent de l'argent, et tous les cinéastes de la salle savent que pour chercher de l'argent, il faut faire des dossiers dans lesquels on expose notre intention. Moi qui ai des étudiants aussi, on leur parle très souvent d'intention. Vous êtes étudiant au premier rang, donc on doit sans doute vous parler d'intention. Qu'est-ce que tu veux faire ? Pourquoi tu veux le faire et comment tu veux le faire. Donc le CNC nous a demandé une note d'intention dans le dossier, mais il voulait aussi une vidéo. Alors ça, c'est la grande tendance du moment, surtout après le Covid, au moment du Covid, où comme on ne pouvait plus recevoir les cinéastes au CNC, on leur demandait des vidéos. Alors je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté de vous filmer avec cette
objet-là, comme ça, et on parle tout seul devant la caméra de son petit téléphone, et c'est nous-mêmes qui faisons play, c'est nous-mêmes qui faisons pause, et c'est horrible. L'image est moche, on bafouille, c'est pas bien du tout. Et donc Chiara m'a dit, moi je veux pas faire ça, je trouve ça atroce de faire une vidéo comme ça où on se filme. Et je lui ai dit, on va faire un dessin animé. Donc je vous montre cette note d'intention qui expose vraiment toutes les directions, toutes les bases des intentions formelles du film. Oui, alors bonjour. Bonjour. Linda veut du poulet? Qui pourrait aussi s'appeler Linda, le poulet et la grève générale. Oui, ou bien Linda Linda? Non, ça fait porno italien des années 70. Mais non. Donc Linda veut du poulet, c'est un film dans lequel il y a... Un poulet. Oui, un poulet, un chat, un chien, des enfants. Des poulets. On l'a déjà dit. Des poulets des flics. Ah oui, 2 flics, un camionneur, une grand-mère. Des pastèques qui volent, des poivrons qui crament, des bagues qui disparaissent. De la couleur. Des poursuites. Du burlesque. Du merveilleux. Des moments tendres aussi, parce que... Un béret. Une cité. Une ferme. Des garçons qui jouent au foot dans l'ascenseur. Un papa mort. C'est un film drôle. C'est un film politique. Politique. Un film politique et drôle. Un film sur la mémoire enfouie, sous des couches, et des couches, et des couches de souvenirs. Pour les enfants. Pour tout le monde. Pour les enfants de moins de 7 ans. Et aussi pour ceux de plus de 7 ans. Voilà. Voilà. C'est un dessin animé, ça on l'a pas dit. C'est vrai. C'est un dessin animé qui sera dessiné. Un dessin animé, quoi. Il sera dessiné sur ordinateur. Moi, j'ai déjà fait un dessin animé, mais les dessins étaient faits sur papier. Je l'ai fait tout seul, sans scénario ni storyboard, et c'était formidable de travailler comme ça. Moi, je n'ai jamais fait des dessins animés, mais j'ai fait des films avec des enfants et des films avec des séquences animées. Nous faisons des films libres. Linda aussi sera libre. Aussi libre qu'un enfant de moins de 7 ans. Ou de plus de 7 ans. Je ne vais pas le faire tout seul ce coup-ci. Ah bah non, je suis là, moi. Oui, et il y aura en plus une équipe d'animation. Une petite dizaine de personnes. On veut garder la même liberté que sur nos autres films. Une liberté de ton, mais aussi de fabrication. Il n'y aura pas de storyboard. Nous travaillerons les orientations de découpage tous les deux, séquence par séquence. Ensuite, je ferai toute la base de l'animation comme une sorte de super animatique. Ça sera tout de suite sonorisé et monté. Et si c'est validé, cette base sera améliorée par l'équipe. Animation complémentaire, décors, couleurs, effets, etc. C'est pour ça qu'on le fait sur ordinateur. C'est une animation par couche. Le rendu sur ordinateur est moins sensible que sur papier. Mais ça permet de faire quelque chose de plus graphique. De plus pop. On veut faire un film pop, avec des couleurs très graphiques, composées de grands pans colorés. C'est l'idée, mais il faut qu'on trouve le bon décorateur. Les images que vous avez dans le dossier, ce n'est qu'une direction. C'est la demande d'être travaillée davantage. On veut aussi que les personnages aient différents niveaux de complexité selon la scène. Chacun est représenté par une couleur. Linda est jaune canari. De près, ils seront presque réalistes. De loin, ils pourront n'être qu'une gommette. C'est bien ça, les gommettes. Ça plaît aux mômes. Et ça coûte pas cher. Et ça, c'est important. Linda est plus compliquée que la jeune fille sans main. Il y a plus de personnages, plus de décors, plus de dialogues, des bagnoles. Oui, on va les faire en 3D les bagnoles. Une 3D simple qui sera rotoscopée ensuite. Pour ça, faudra peut-être faire un peu de storyboard quand même. Oui, bon, d'accord. On en fera un petit peu. C'est bien ça va rassurer les gens. Le pilote qu'on vous demande de soutenir est pour tester tout ça. Pour voir si c'est viable. Mais c'est viable. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Personne ne travaille comme ça. Et alors? La jeune fille sans main, personne n'avait fait ça comme ça non plus. Bon. On veut tester la direction d'acteurs pour les voix. En conditions presque réelles, dans un studio dans lequel les enfants peuvent bouger. Le pipeline de production. On avait dit pas de gros mots. La 3D. La conception des décors. Bref, tout ce qui est un peu épineux dans ce projet. Donc, soutenez-nous. Ça va être super. Je vois que vous applaudissez beaucoup plus à la note d'intention qu'à la jeune fille sans main, donc peut-être que je vais faire que des notes d'intention maintenant. Je rigole. Mais on a eu l'aide du CNC. Voilà, pour la petite info. Mais effectivement, j'aime bien montrer cette séquence vidéo parce que tout est là, à tous les niveaux. On parle du son, on parle de la couleur, de justement le fait d'avoir une grande distance avec le réel, et donc tout est là. Donc voilà, après il n'y avait plus qu'à faire le film. Excusez-moi, en fait j'ai oublié de vous demander, parce que je suis passé de la jeune fille sans main à Linda veut du poulet, est-ce que quelqu'un a des questions sur la jeune fille sans main? Sachant qu'il y aura d'autres questions après si vous voulez, si on a le temps. Ouais, merci. Oui, bonjour. Moi, ma seule question, c'est par rapport donc, à La jeune fille sans main et votre film de fin d'études que vous avez fait du coup sans scénario. Donc tous les jours, vous vous levez et vous faites votre séquence et vous dites ouais, par rapport à la veille, c'est pas mal et tout. Genre, comment vous avez gros, fait? c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, merci de la question parce qu'il y a un lien très fort entre ce premier film. Entre-temps, j'ai fait des films avec des scénarios et des storyboards, donc de la préparation. Mais il y a un lien très fort entre le journal de mon film de fin d'études et La jeune fille sans main, qui est un film narratif. Alors, le journal aussi, c'est un film narratif, mais on va dire que c'est un journal, donc c'est un film plutôt documentaire. La jeune fille sans main, c'est un conte, c'est un film de fiction. Mais oui, il y a une dose d'improvisation très forte. Et il y a
Oui, je le faisais vraiment dans la continuité et j'avais en général 1 ou 2 plans d'avance en tête, mais pas plus. Et voilà, je savais à peu près où je voulais aller, mais je connaissais pas exactement le chemin, on va dire. Et juste, si vous bloquez sur une scène, vous la sautiez ou vous restez dessus, genre le temps qu'il faut? Ouais, juste ça. Alors pour le journal, j'ai jamais été bloqué. Enfin, oui, pour le journal, les jours où j'étais bloqué, mais j'essayais de raconter le fait que j'étais bloqué, ce que j'ai pas forcément gardé au montage. Pour la jeune fille, je me souviens pas. Je pense que j'ai dû être bloqué à 2-3 moments. Et en général, j'allais nager. Parce que, non, mais c'est important parce que mettre son corps en mouvement, ça met son esprit en mouvement. Et il y a eu des tas de moments où les choses se sont débloquées. Il y a un moment dans le film, par exemple, où le prince cherche la jeune fille dans le monde entier. Et on était chez une amie. Je travaillais sur une petite table lumineuse et elle m'avait donné des piles de journaux pour surélever la table lumineuse. C'est vraiment très concret, quoi. Et je devais lui faire traverser le monde au prince. Bon, je me dis, alors il va passer par où, je sais pas. Alors je suis allé me baigner. Et puis, pendant que je nageais, effectivement, je me disais, mais en fait, les journaux qu'elle m'a donnés là, c'est toute une collection des années 60 du National Geographic. J'avais donc le monde entier sous ma table lumineuse. J'ai donc ouvert les journaux, j'ai décalqué et j'ai fait ma séquence. Voilà. Oui. Est-ce que du coup vous avez beaucoup de ratés dans vos dessins ou alors souvent vous réussissiez vos dessins du premier coup, vos placements de caméra ou... Parce que sans storyboard, ça vous arrivait souvent de rater des dessins? J'adore cette question, merci beaucoup. Alors je considère que les dessins sont tous ratés. En tout cas quand on les prend isolément. Une des choses que la jeune fille m'a enseigné, c'est que justement un dessin n'a pas de valeur en soi dans un film d'animation. Un dessin fait partie d'un flux et j'aime ce côté dérisoire. Il y a des dessins dans La jeune fille, alors c'est fait par couche. Il y a une couche par couleur en gros, donc il y a beaucoup de feuilles pour un seul photogramme. C'est des toutes petites feuilles, c'est du A5. Il y a certains dessins où il y a 3 traits, c'est-à-dire que quelquefois le personnage est tellement peu dessiné qu'il est presque absent, quoi. Donc un dessin en soi n'a pas beaucoup d'intérêt, il a un intérêt dans le flux. Quand je regarde le film, moi j'ai mis 5 ans avant de pouvoir voir le film. C'est un film très compliqué pour moi à regarder, même encore là quand je vous montre l'extrait, c'est vraiment compliqué. Parce que je suis derrière tous les dessins et que je les trouve tous vraiment pas terribles. Mais j'aime l'histoire, j'aime le flux, j'aime l'ensemble. Et je me dis, peut-être ça a un certain intérêt, donc je décide de laisser comme ça. Comme on est tous des artisans en animation, on a tendance à regarder, re-regarder chaque microseconde, chaque dessin, et de perdre la vision d'ensemble. Donc ce que m'a appris ce film, c'est de garder cette vision d'ensemble. Voilà. Donc s'il y en a qui font de l'animation, si vous faites de l'animation, je vous encourage à ne pas regarder vos dessins. Et le fait aussi d'avoir fait les dessins sur papier sans les tester et de les avoir redécouverts 1 an plus tard, c'était plutôt une chance. Et c'est vrai que les cadrages ont été ajustés après coup. C'est-à-dire que grâce à l'ordinateur, dans l'ordinateur, le dessin il était à fond perdu, il n'y avait pas de cadrage en fait. Et donc j'ai pu recadrer tout ça un peu comme dans une même journée. En fait, je faisais à la fois de l'écriture de dialogue, de la finalisation d'images, un peu d'animation, du cadrage, du montage. Enfin, je faisais un peu tout dans la même journée. Oui, j'ai bien aimé, moi, dans La jeune fille sans main, c'est le fait que vous avez réinventé des méthodes de cinéma. C'est-à-dire que quand vous parlez des différentes couches par couleur, on a l'impression que vous soignez autant l'arrière-plan que le plan avant, et la jeune fille se trouve entre les deux. Puis après, vous faites un travelling arrière qui est magnifique pour moi, parce que vous passez de 3-4 dessins différents à une rapidité que le cinéma ne peut pas faire. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment empreintes de méthode de cinéma, à mon avis. Oui, c'est des éléments de langage, en fait, que l'animation permet très, très simplement. Moi, je voulais profiter que j'ai le micro pour vous dire autre chose. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que des cinéastes réalistes soient aussi distants avec
avec le cinéma d'animation. Je suis très étonné parce que j'ai vu l'exposition Wes Anderson à la Cinémathèque. L'année dernière, celle de... je peux retrouver son nom, mais vous le savez mieux que moi. James Cameron. Comment James Cameron, James peut-être. Cameron sont des cinéastes qui font énormément de dessins en storyboard. Ils sont imprégnés même pour Wes Anderson, il a réinventé la précision du dessin avec le texte en dessous, comme l'origine du dessin de la bande dessinée de la fin du 19e siècle. Non, mais il y en a, hein, bien sûr, il y en a des Comment gens qui... Il y en a des cinéastes qui viennent de la prise de voix. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, mais enfin, c'est quand mais il y en même... a. Non, mais j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Non, j'ai compris. Et Mais par ailleurs, moi, je ça pense m'étonne aussi parce que aux États-Unis... Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Vous avez compris le sens de ma question, Oui. j'attends votre réponse. Aux États-Unis et au Japon, il y a un rapport aux images animées qui est différent de celui qu'on peut avoir en Europe. Et que, comme aux États-Unis, c'est une grosse industrie, le cinéma d'animation, il y a quelque part quelque chose de... Et puis que les films sont vus par tout le monde, ils font des films pour toute la famille. Enfin, beaucoup d'adultes ici vont voir, quand ils vont voir de l'animation, ils vont voir des films américains ou des films japonais. Voilà, on a une culture animée, une culture graphique ici qui est assez différente. Tout comme on a une culture aussi du cinéma pour enfants. Lorsqu'avec Chiara, on a reçu le César pour pour Les Neuves du Poulet, on a dit n'ayez pas peur, faites des films pour les enfants. Il me semble que faire des films pour les enfants, tout cinéaste devrait faire des films pour les enfants, parce que c'est un exercice extrêmement intéressant, c'est un public très important, très intéressant et très noble. Et il m'est arrivé plusieurs fois de parler de ça et je sentais que les gens n'étaient pas très intéressés, mais certains collègues. Il y a des gens aussi qui font des films pour les enfants, ou qui s'intéressent au cinéma pour les enfants. Je sais que Axel Repère, je ne sais pas quand est-ce qu'elle intervient, et c'était peut-être hier ou avant-hier. Tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà, je sais que c'est quelque chose qui l'intéresse, elle, comme cinéaste de prise de vue réelle. Et je trouve ça passionnant. Et souvent, animation égale enfance, ou enfance égale animation. Il y a un moment où il faut rendre les choses un peu plus meubles, et que s'il pouvait y avoir plus de films en prise de vue réelle pour les enfants, ça serait vraiment très bien pour les futurs spectateurs et spectatrices de demain. Et s'il y avait plus de films d'animation pour adultes, ça serait également très bien. Le temps passe, j'ai encore énormément de choses à vous montrer. Je pas l'ascenseur ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Ouah, un poulet! C'est ça, un poulet. On touche pas les enfants. Je peux voir? On voulait vraiment que quelque chose se passe au niveau de jeu, des rencontres entre les comédiens et le scénario. En fait, les films ne sont jamais la copie conforme de leur scénario parce que les acteurs incarnent, parce que les lieux aussi incarnent l'histoire d'une manière inédite. Mais on peut pas acheter de poulet aujourd'hui. Mais si, on va trouver. On voulait pour ce film qu'il y ait cette rencontre entre la page écrite, le scénario et la réalité. Et ce qui nous intéressait, c'était vraiment le jeu des comédiens et de voir comment est-ce qu'ils se déplaçaient dans les lieux. Ça nous a vraiment inspiré aussi pour le découpage, pour la mise en scène après. Et c'est une valeur ajoutée pour nous, pour le film. Du coup, il s'en dégage une fraîcheur qui pour nous devait être comparable à un film de la Nouvelle Vague, mais dessiné. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. On a fait quelques semaines même sur des lieux réels et en partie en studio, mais avec toujours la possibilité de bouger. Tu me le renverrais? C'est bien ce que je pensais. Pourquoi tu me le rends pas? Confisqué. Mais t'avais dit que tu me le rendrais! T'es une voleuse, Linda. Une voleuse et une menteuse. Mais j'ai dit oui, c'est pas juste! Non, je vais te dire ce qui n'est pas juste. On a fait tailler des objets en mousse pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Mais les acteurs avaient des objets pour jouer, même des chaises sur lesquelles s'asseoir, des halls d'immeubles dans lesquels courir, des escaliers. Et donc il y a un effet de réel indéniable, je crois, qui s'en dégage. Bon, allez, vas-y, c'est à moi, parce que voilà. Mais t'es énervant à la fin! Parfait. Voilà, donc Chiara parlait de l'effet de réel, et c'était effectivement une de nos intentions, effet de réel
Nous, ce qu'on cherchait, c'était une vérité dans les relations entre les personnages, tout en étant dans une représentation du monde très distante, avec une couleur par personnage, des décors très peints. Je ne vais pas revenir sur toute la fabrication de Linda parce que c'est compliqué. Enfin, c'est assez long, mais juste vous montrer que on avait utilisé en fait des éléments en 3D qu'on a modélisés en fait assez simplement, qui nous permettaient d'asseoir en fait notre caméra et de faire nos points de vue justement dans des environnements qui avaient cette réalité. Et comme quelque part la structure était solide, il était possible ensuite après, avec le mouvement, avec la peinture, avec la transformation, la métamorphose, la ligne qui bouge, une couleur par personnage, etc., de prendre beaucoup de distance avec ça, et parce qu'on savait que voilà, il y avait cette solidité là. Et l'autre solidité, c'était celle de l'enregistrement des voix. Vous avez vu que voilà, les voix ont été enregistrées sur plusieurs jours in situ. C'est pas un doublage. On a commencé la fabrication du film par l'enregistrement des voix. C'est-à-dire qu'avant même de faire le storyboard, c'est-à-dire vraiment le découpage, on avait ces voix et on avait un montage sonore. En fait, Chiara et Erwan, qui est l'ingénieur du son, avaient monté un peu comme des dramatiques sonores. En fait, on avait tout le film juste avec les voix, sans images, quoi. Et à partir de là, on a fait notre découpage, sachant qu'on, comme elle le dit, on connaissait les espaces. Alors cette question d'espace, elle est très importante. Quand on fait un film en prise de vue réelle, il y a un moment où, comme le dit Chiara, on met à l'épreuve notre scénario avec le réel. On fait des repérages. Quelquefois, le château qu'on a rêvé n'est pas forcément celui qu'on a trouvé, n'est pas forcément celui pour lequel on a le budget non plus. La rue, finalement, c'est plus compliqué que prévu. La nuit, parce que pour des tas de raisons techniques, ça va être plus compliqué. Enfin bref, on est tout le temps obligé de s'adapter. Nous, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on façonne nous-mêmes nos espaces. Et c'est des espaces qui sont très très malléables. En fait, on crée, c'est comme si on travaillait que en studio tout le temps et qu'on faisait absolument ce qu'on voulait avec les espaces. Donc là, le plan de l'appartement de Linda, là, il était très facile de supprimer un mur, d'enlever une porte, d'élargir une pièce, enfin voilà, en fonction de là où on voulait placer notre caméra. Et ça a été un outil, ça c'est un tout petit logiciel qui permet c'est un logiciel libre qui s'appelle Sweet Home 3D, qui est développé d'ailleurs en France et qui permet de faire de la création architecturale. Enfin, vous avez sans doute déjà utilisé ce type de logiciel qui permet de faire de l'aménagement. Donc on a pu créer en fait toute cette cité en 2 jours. C'était très simple, tous les meubles étaient déjà au modèle, enfin aux bonnes proportions, les fenêtres, les portes, enfin tout était très facile. On montait un mur, il avait déjà la hauteur standard, et donc on a commencé par faire d'abord l'appartement de Linda, puis on s'est dit on a besoin du palier, donc on va faire le palier. On a besoin de l'appartement d'en dessous de sa copine Carmen, puis finalement on a fait toute la cité. Et je vous dis vraiment en 2 jours, ça a été très très rapide. Et pour Chiara qui vient de la prise de vue réelle, c'était un très bon support parce que voilà ça. Je ne sais pas si les cinéastes qui sont ici travaillent sur plan, font leur découpage sur plan en mettant les axes de caméra, mais c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, les directions des personnages. Enfin, on a vraiment besoin des espaces, de la taille des espaces et de voir comment est-ce que les personnages vont évoluer dans l'espace. C'est ça qui va conditionner notre mise en scène. Et bien souvent, les choses... Alors, il y a des cinéastes qui improvisent un peu sur le moment, il y a d'autres qui préparent beaucoup. Après, ça dépend des sensibilités de chacun. Mais cette question d'espace, elle se pose de la même manière dans un film d'animation et dans un film en prise de vue réelle. Tant qu'on ne sait pas où on va, tant qu'on ne connaît pas notre scène, on ne peut pas la mettre quelque part. Voilà. On ne peut pas mettre en scène, quoi. Et la scène, là, on a utilisé la 3D parce que c'était rapide, accessible, pas cher et facile. Mais je reviendrai sur cette question d'espace aussi pour le 3e projet. Alors, je vous propose maintenant de lire un extrait du scénario. Il fait nuit noire. La voiture de Paulette traverse les routes désertes, tout phare allumé. Sur la banquette arrière, Linda semble dormir. Soudain, elle ouvre les yeux, puis les referme, puis les ouvre à nouveau, puis les referme. « Maman, quand on est mort, on est dans le noir ? Je ne sais pas, je ne suis pas morte. » Les phares de la voiture sillonnent l'écran. « Et papa, il sait, lui ? Sûrement. Et il a peur dans le noir ? Tu sais, quand tu étais dans mon ventre, tu étais dans le noir aussi. Mais je ne me souviens plus. On ne se souvient pas de ce moment-là. Et papa, il a existé ? Oui. Mais moi, je ne me souviens plus très bien.
Plus tard, intérieure chambre, Linda est dans son lit, la scène se poursuit en fait. Paulette est penchée sur elle. C'est normal que tu ne te souviennes plus. Tu étais toute petite. Le poulet au poivron, ça je me souviens. Paulette sourit en l'abordant. Ah, tu lâches pas l'affaire, hein. Linda fait un affirmatif. Paulette scrute longtemps et tendrement le regard de Linda, puis soudain. Bon allez, tu l'auras ton poulet. Linda se redresse, surprise. Avec des poivrons ? Avec des poivrons. Demain ? Demain. Juré, craché, vomi ? Paulette embrasse la main de sa fille. Juré. Et elle fait semblant de cracher. Donc ça, c'est la scène. Linda veut du poulet, raconte l'histoire d'un duo mère-fille qui partent à la quête d'un poulet un jour de grève générale où il est impossible de trouver un poulet. La mère, Paulette, a la veille puni injustement sa fille d'une faute qu'elle n'a pas commise. Linda se rend compte, Paulette se rend compte de son erreur et Linda, en guise de réparation, demande un poulet au poivron. Il se trouve que le poulet au poivron est la recette que son père avait faite le jour où il est mort, vraisemblablement d'une crise cardiaque. On ne sait pas trop de quoi il est mort, mais c'est raconté dans le début du film. Donc on sait que le père est mort. Nous, on voulait que Linda, qui avait 1 an quand son père est mort, et qui en a 7 aujourd'hui, ou 8, soit une petite fille normale. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit une petite fille triste. C'est quelqu'un qui n'a pas son père, mais elle est heureuse. Et la trajectoire du film, la trajectoire des 2 personnages, ça va être la trajectoire de la recherche d'un souvenir enfoui. C'est-à-dire que Linda a oublié, non seulement son père, elle le dit là, mais elle a oublié le fait qu'elle l'avait vu mourir. Voilà, donc le film raconte ça. Cette scène-là, qu'on vient de lire, est une scène qui se situe au moment où Paulette vient de se rendre compte de son erreur et vient de dire à sa fille, qui dormait chez sa tante, qui est la tante un peu méchante, je suis désolée, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner ? Et là, elle dit, je voudrais du poulet au poivron, et elle rentre en voiture ensemble. Je vous montre la scène. Maman, quand on est mort, on est dans le noir. Je sais pas, je suis pas morte. Et papa, il sait lui? Sûrement. Il a peur dans le noir? Oh, tu sais, quand t'étais dans mon ventre, t'étais dans le noir aussi. Mais je me souviens plus. On ne se souvient pas de ce moment-là. Mais ça a existé quand on s'en souvient pas? Oui. Et papa, il a existé? Ça oui. Mais je me souviens plus très bien. C'est normal que tu te souviennes plus. T'étais toute petite. Et le poulet au poivron, ça je m'en souviens. Oh, tu lâches pas l'affaire, hein? Bon, allez, tu l'auras ton poulet. Avec des poivrons? Avec des poivrons. Demain, juré, craché, vomi. Juré. Allez, dors bien. Donc on voit que dans cette scène, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas dans le scénario, et où là aussi, on a utilisé à la fois évidemment du langage commun à tous les cinémas, et aussi des choses qui sont vraiment propres au dessin animé et à la couleur animée. Notamment, il y a ces 2 plans totalement abstraits. Lorsqu'on avait eu le soutien de France Télévisions, j'avais dit aux responsables, il y aura des plans abstraits, ce qui les avait absolument catastrophés. Et voilà, les plans abstraits du film, ils sont là. Et ils sont là justement pour évoquer la mort, le monde des esprits, tout en évoquant aussi la ville, la trajectoire. Et c'est une séquence que j'aime beaucoup, d'abord parce que je pense que c'est la réunification de tout ce qu'on est, Chiara et moi, dans cette séquence-là. Il y avait aussi la volonté de retranscrire une sensation que je pense
nous sommes nombreux à avoir vécu quand on est petit et qu'on est à l'arrière d'une voiture et qu'on somnole un peu et que voilà, les lumières passent. Et c'était quelque chose de très ancré en nous. On n'en parle pas du tout dans le scénario. C'est uniquement de la mise en scène et essentiellement de l'animation colorée. En fait, voilà, c'est très très simple. C'est juste des barres de couleurs qui passent sur le personnage au début. Pour enregistrer les voix de cette séquence, on avait créé un habitacle. Chiara avait créé une voiture, en fait, et Linda était vraiment endormie, enfin, elle était vraiment allongée à l'arrière. Paulette était vraiment, Clotilde M était vraiment devant. On avait baissé toutes les lumières, il faisait presque nuit dans le studio. On avait demandé à tout le monde de sortir pour créer une intimité, en fait, entre cette mère et cette fille. Travailler avec des enfants, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors Chiara, elle a l'habitude de travailler avec des enfants. Elle avait fait plusieurs courts-métrages avec des enfants avant, et elle a cette sensibilité. Voilà, elle cherchait à toucher, là encore, une certaine vérité dans le jeu. On voulait absolument éviter les enfants qui récitent, les enfants qui sont les premiers de la classe, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'était aussi une de nos intentions. Dans la note d'intention, on disait, voilà, ce film est un dernier de la classe, c'est-à-dire un film un peu turbulent, mais qui peut être aussi assez attachant. Wow. Est-ce que vous avez des questions? Il y aurait plein de choses à dire sur cette séquence, notamment le traitement des nuits en carte à gratter, enfin, toutes ces choses-là, mais je voudrais vous parler d'un autre film. Est-ce que vous avez une question ou des questions sur... Ah, très bonne question. Combien il a coûté? Il a coûté 3,6 millions, ce qui reste un budget assez modeste. Le budget moyen des films d'animation en France, c'est 7 millions. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des films d'animation français qui coûtent largement plus et qui ne sont pas forcément des films en 3D. Même des films en 2D. Je crois qu'un film comme Le Sommet des Dieux, si je ne me trompe pas, a coûté 9 ou 10 millions. Angèle, oui, voilà. Voilà, donc c'est pour vous dire que les écarts peuvent être très importants. Malgré tout, un film d'animation pas cher reste beaucoup plus cher qu'un film en prise de vue réelle pas cher. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de gens. Même si là, Linda, c'est 7 personnes à l'animation, plusieurs personnes à la couleur, mais voilà, c'était beaucoup de stagiaires aussi. 2 personnes au décor, ce qui est très peu. Donc voilà, ça reste un budget assez modeste, mais c'est quand même beaucoup de salaire pendant beaucoup de temps. C'est plusieurs mois de fabrication. Donc voilà, et l'enregistrement du son a coûté un peu cher. Il y a une question? Alors, je n'ai pas entendu la question. Il faut que tu prennes le micro, ce qui va rendre la... Pourquoi le père est mort, en fait? Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que si le père ne meurt pas, il n'y a pas de film, qui est une raison de scénario. Et la deuxième, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quoi il est mort. En fait, à la question pourquoi le père est mort, je ne peux pas répondre. Mais comment il est mort, voilà. Peut-être qu'il a eu une crise cardiaque. En tout cas, il venait d'amener ce plat à table et puis il s'est écroulé par terre. Voilà. Et il ne s'est jamais relevé. C'est pas très marrant, mais c'est une comédie, le film. Voilà. Depuis 2018, je travaille sur un projet qui s'appelle pour l'instant Prends garde à toi, mais qui va changer de titre, dont l'étincelle est présent dans la salle, puisque j'ai rencontré Pierre-Henri Léon, qui est ici présent, qui m'a dit « J'aimerais beaucoup faire un film à partir des enfants qui sont dans Carmen. J'aimerais beaucoup faire un film d'animation. » Alors le projet était un peu étrange, présenté comme ça. Il n'y avait pas vraiment d'histoire, il fallait un peu inventer. Et en discutant tous les deux, voilà, on est arrivé à ce résumé très simple. 2 adolescents savent que Carmen va mourir et ils vont tout faire pour que le destin ne s'accomplisse pas. Donc ça, c'est ce projet sur lequel je travaille donc depuis plusieurs années. Et là, pour le coup, c'est un film assez différent. D'abord, j'ai travaillé avec un scénariste, Santiago Otegui, qui a, comme tout scénariste, amené énormément d'idées et a eu un impact considérable sur le film. Et puis, j'ai toute une équipe graphique en fait avec moi. Notamment, il y a un auteur graphique. Je ne suis pas l'auteur graphique du film, puisque dans un film d'animation, il y a 4 auteurs. Il y a l'auteur scénariste, l'auteur réalisateur, l'auteur musical
et l'auteur graphique. Voilà, c'est une spécificité de l'animation. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a des contrats d'auteurs. Et lorsque les films sont déposés à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, les auteurs graphiques ont ce statut-là, quoi. Donc là, l'auteur graphique est un garçon qui s'appelle Cyril Pedrosa, qui vient de la bande dessinée, qui avait quand même une connaissance en animation parce qu'il avait fait une école d'animation, il avait fait Les Gobelins, et puis là, il veut revenir un peu à l'animation. Donc ça a été un grand enrichissement pour lui de travailler sur le film, pour moi de travailler avec lui. Et puis à ses côtés, il y a Eléa Gobé-Mevelek, qui est la co-réalisatrice des Hirondelles de Kaboul, que vous avez peut-être vu, qui est à la création des personnages et au storyboard, une partie du storyboard. Et puis il y a Élodie Rémy, qui est à la création des couleurs. Et là aussi, dans ce film-là, les espaces et les couleurs ont un rôle très important. Je vous propose juste, alors je vais vous montrer quelques éléments, mais je vous propose juste de vous montrer comment, en gros, j'ai travaillé. Alors je vous lis la scène. C'est la séquence 40 et 41. En ce début de matinée, c'est le retour de la pêche. Ça se harangue, ça se pousse, ça manœuvre dans la rade. Quelques étals font déjà fumer les cendres et les barres fraîchement remontées. Salva a trop faim et regarde le poisson avec envie. Il s'installe dans un coin et joue de la flûte pour se faire quelques sous. Son air est léger, il cherche à donner de la joie. « À votre bon cœur, messieurs, dames !» Mais personne ne fait attention à lui. Soudain, un brouhaha, non loin de là, on s'agite. « Au voleur, au voleur !» Salva voit Labola se faufiler entre les pêcheurs, un gros poisson dans la main. Alors qu'il est sur le point de se faire attraper, il lance le poisson à Piranha, posté sur un bateau. Il sautille de barque en barque. Marchands et pêcheurs sont occupés par ce qui se passe. Les étals ne sont alors plus sous surveillance. Salva hésite, mais finit par prendre un morceau de poisson fumé. Caché entre deux barriques, il avale vite son butin fumant, alors que les deux enfants sont toujours la proie des pêcheurs. Séquence 41 qui est la suite. Salva voit Bélène saisir au vol le poisson que Piranha vient de lui lancer et remonter le long de la cale qui mène au pont flottant, le seul de Séville à cette époque, reliant la ville au quartier de Triana. Mais une escouade de gendarmes est sur le pont. Bélène bifurque et court vers le chantier du nouveau pont de pierre et de métal. 2 arches de part et d'autre du fleuve sont déjà construites. Il ne manque que l'arche centrale de ce qui deviendra le pont Isabelle II. Bélène s'engouffre sur le pont et arrive bientôt au bord du chantier. Elle se retourne, les gendarmes avancent vers elle. Instinctivement, elle a sorti ses ciseaux. Elle recule d'un pas, la voilà au bord du gouffre. Elle monte sur un madrier en porte-à-faux au-dessus de l'eau. Les gendarmes se rapprochent. D'un rapide coup d'œil, Bélène évalue la hauteur qui la sépare du courant, dévisage les gendarmes, agrippe fermement son poisson et saute finalement dans le fleuve. Sa tête, réjouie, réapparaît quelques instants plus tard sous le regard médusé des uniformes. Dérivant grâce au courant, se sentant sauvée, elle lève ses ciseaux en l'air en signe de victoire. Mais c'était sans compter le pont flottant traversant l'eau et se rapprochant dangereusement. Salva, au milieu du pont, l'alerte. « Bélène !» Mais Bélène n'a pas le temps de guider sa trajectoire, se cogne à l'une des barges supportant le pont et disparaît sous les flots. Salva plonge aussitôt à son secours. Alors, j'ai choisi de vous présenter cette scène parce que c'est une scène un peu de grand spectacle. C'est une scène chère. Si on la faisait en prise de vue réelle, elle serait chère. Il y a un chantier à construire. Le pont Isabelle II, il existe, il n'est pas du tout en chantier. Donc, il aurait fallu reconstruire le pont. Il y a une caméra dans l'eau. Enfin, voilà, il y a de la foule, etc. Et donc, c'est en en parlant aussi avec Eléa Gobé qu'elle me dit « Mais parle donc de cette scène-là parce que... elle trouvait que c'était une scène assez intéressante. Il y a 2 actions en parallèle en plus, puisqu'il y a à la fois Salva qui a faim et les enfants qui volent le poisson. Donc il y a un moment où les 2 situations sont concomitantes. Et vous pouvez voir ici un petit peu comment j'ai travaillé. Donc en gros, j'ai fait des propositions de découpage. Alors je reviens sur la page d'avant, alors qui ne correspond pas forcément. Là, c'est juste la fin. Voilà, Bélène fait demi-tour en dégainant ses ciseaux. Elle est déjà acculée, en fait. Elle a le poisson dans une main et les ciseaux dans l'autre. Et on la voit dans une des images du bas, au bout du pont. Elle arrive là, tout en bas, au bout d'une poutre en métal. Il y a le fleuve en dessous. Et puis, elle décide de se laisser tomber, en fait, dans le fleuve. Mais en gros, pour tout le film, j'ai fait comme ça une sorte de pré-découpage où on peut voir aussi les mouvements de caméra. Si on regarde l'image d'en bas, là, A, B, A c'est le point de départ, B c'est le point d'arrivée, et vous verrez que le décor est même assez différent de ça au final. Enfin, il y a encore un plan après.
Pour ça, il a fallu donc que j'ai les espaces. Donc Cyril Pedrosa m'a fourni tous les espaces de cette scène-là, tous les espaces du film. Donc on peut voir le pont en construction complètement à gauche, le pont flottant, le port. Voilà une vue plus précise du port. Alors c'est des espaces qui n'ont pas arrêté de bouger. Et d'ailleurs, ils bougent en cours de fabrication. Il y a des décors qui ne sont pas cohérents d'un plan à l'autre, d'une séquence à l'autre. On bouge les choses en fonction de ce qu'on veut en faire. Donc ça, c'est la grande liberté que nous donne le dessin et l'animation en particulier. Voilà, donc on voit plus précisément l'autre côté, le pont flottant. Donc on va voir que Belen, en fait, elle va suivre cette trajectoire verte, elle va monter là sur le pont flottant et être acculée au bout du pont flottant, sauter là et finalement, le pont en construction et revenir vers le pont flottant. Quelques autres dessins de Pedrosa qui sont sublimes, donc on ne s'en lasse pas. Et au moment de faire la scène, donc ces espaces ont été définis avant, à partir du scénario, mais ils comportent plein de flou. Donc moi, j'ai eu besoin de représenter plus précisément les choses, exactement où se trouve Salva, où se trouve Belen, où se trouvent les enfants. Alors le B, c'est Belen, le rouge, c'est Salva. Les enfants seront entre les deux, et en fait, on ne voit pas bien là sur le dessin, mais il y a des barques qui sont en fait sur toute cette zone-là. Et donc les enfants vont sauter de barque en barque, envoyer le poisson à Belen, qui sera sur le pont flottant. Pendant ce temps-là, donc à partir de ces prédécoupages, il y a eu un storyboard qui a été fait. Donc je vais vous montrer le storyboard, mais il se trouve que ce storyboard a été mis en couleur. Donc on voit aussi ici les recherches colorées pour cette séquence. Donc les couleurs faites par Élodie Rémy. Il y a dans cette séquence un raccord magique que nous permet très facilement l'animation. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le plan 180 ici. Voilà, le plan 180. Donc on est cadré sur ce petit personnage-là qui s'appelle Piranha, qui a sauté donc plan 170, il passe de barque en barque, il arrive au bout de la barque, plan 180, on est cadré sur lui, il envoie le poisson et on suit le poisson jusque dans le ciel. Et on récupère au plan 190 le poisson dans la continuité qui arrive dans les bras de Belen. On a complètement changé d'axe. C'est deux plans différents, mais qui en fait dans le film n'en formeront qu'un seul. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous permet très facilement l'animation. Alors, je vous montre ce décor-là justement, ces deux plans qui raccordent. Donc, on est avec Piranha qui est là dans la petite barque. Il lance son poisson en l'air. Le ciel il n'est pas forcément uni, mais voilà, donc, et ça sera le même ciel dans ce plan-là et dans le plan suivant. Donc en fait, toute cette partie-là, on la verra pas. Nous, on va partir dans le ciel. On va juste un petit peu choper les barges comme ça qui soutiennent le pont flottant, et on va raccorder avec ce plan-là qui est très élaboré, comme vous voyez. Donc c'est le même ciel. On descend. Il y aura Belen là. Elle récupère le poisson et ensuite elle part. Voilà pour terminer, vous montrer un petit peu à quoi vont ressembler les décors. Le film est en cours de fabrication. Il sera terminé en février prochain. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il sort, mais il sortira en 2026. Voilà. Et là aussi, les couleurs, voilà, il y a un sentiment un peu de tension. Voilà, on est dans des couleurs assez subtiles, pas très tranchées. Et puis, il y a surtout ce décor-là. Voilà, si vous êtes déjà allé à Séville, vous savez que le pont Isabelle II n'est pas du tout aussi haut que ça. Mais là, j'avais besoin d'un pont haut pour que ça soit un peu impressionnant, tout simplement. Et voilà, avec cette structure métallique qui se détache sur le ciel du matin. Et voilà, donc là, il y aura évidemment un mouvement de caméra. Il n'y a pas les cadres, mais voilà, on part de là-haut et hop, on arrive en bas. Donc c'est juste une translation en fait sur un dessin. Ça, c'est un plan vraiment pas cher. Même l'animation, c'est pas très cher à faire. Et voilà le dernier plan, donc cette anamorphose dont je vous parlais, où on voit très clairement que voilà, les points de fuite ne sont pas les mêmes. Et avec un seul dessin, en fait, on arrive à avoir quelque chose d'assez... qui a une gueule, qui a une certaine gueule, quoi. D'assez impressionnant.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions, soit sur ce film-là, soit sur tout, parce que moi j'ai fini ce que j'avais à vous dire. Alors celui-là, alors quel est le budget? Alors j'ai le chargé de production est dans la salle. Quel budget on peut annoncer? 7 millions à peu près? Un peu moins de 7 millions? Ouais, un truc comme ça, un peu moins de 7 millions. Donc, alors pourquoi est-ce qu'il est plus cher que Linda? Il est plus cher parce qu'il est plus long, parce que les décors sont plus compliqués à faire, parce que globalement il y a plus de gens. Il y a plus de gens pour fabriquer le film et il y a plus de gens dans l'écran aussi. Il y a plus de foule, il y a plus de plans, il y a plus de décors. Alors c'est intéressant. Quand on dit un décor en cinéma de prise de vue réelle, c'est l'espace dans lequel on joue. Si je faisais une scène dans cette scène-là, dans cette salle-là, avec vous, le décor, c'est ici. En animation, moi j'appelle ça l'espace de jeu, ou l'espace, ou le lieu. Mais chaque décor, si on me filme moi, le décor c'est ce qu'il y a derrière, et il faut le dessiner. Si je me déplace et que je me mets là et qu'on me filme là, le décor, il faut le redessiner. Donc chaque décor, chaque plan, c'est un nouveau dessin, même si on est dans le même lieu. Ça, c'est spécifique au dessin. Si évidemment on fait de la 3D, on n'a pas ces questions-là, parce que la 3D reproduit un espace de jeu virtuel, donc on est dans un espace dans lequel on vient placer des caméras. Mais voilà, là il y a, je ne sais pas combien de décors, 1300 décors, vous voyez, tout de suite je fais de la comptabilité. Mais voilà, donc il y a plus de gens, plus de temps, les personnages sont plus difficiles à dessiner aussi, chaque trait compte en fait. Et donc là aussi j'essaye de dire à l'équipe d'animation, dessinez moins. Parce que pour moi, un film d'animation, ça doit quand même être animé. Si on veut faire des économies en animation, très souvent on anime moins, les personnages bougent moins. Et ça fait des films qui sont, voilà, dans la mise en scène. Moi, je travaille sur le mouvement. En fait, les personnages, ils passent leur temps à se déplacer. Il y a des marches. Alors, une marche, par exemple, ça coûte cher. Faire marcher quelqu'un en animation, ça coûte cher. C'est compliqué. Les animateurs veulent pas le faire parce que c'est difficile. Très souvent, on se casse la figure. Enfin voilà, c'est les personnages. Il faut que ça soit bien fait, quoi. Parce que la marche, tout le monde connaît ça par cœur. Et si les marches sont mal foutues, ça risque de nous sortir du film. Dans Prends garde à toi, les personnages marchent en permanence. Il y a des mouvements de caméra tout le temps. Donc ça aussi, les mouvements de caméra, c'est compliqué. Par exemple, suivre un personnage qui marche, faire une caméra qui suit un personnage qui marche de manière latérale, en fait, ça coûte plus cher. Parce que, alors là, je vais rentrer pour une fois un tout petit peu dans la technique. Nous, on anime à 12 images par seconde. On fait 12 dessins par seconde. Le cinéma, c'est 24 images par seconde. Mais pour faire 2 fois moins de boulot, en fait, vous savez, le cinéma fonctionne sur une sorte de défaillance du cerveau qui s'appelle l'effet Phi, qui fait qu'on voit du mouvement là où il n'y en a pas. Et donc, quand on voit même deux signaux lumineux à une certaine fréquence, on va avoir l'impression que le signal, il y a un moment où, à partir d'une certaine fréquence, on va avoir l'impression que le signal lumineux va se déplacer et que ce ne sont plus 2 signaux lumineux. Donc c'est notre cerveau qui marche comme ça. Et donc 12 dessins par seconde, c'est suffisant. Même 8 dessins par seconde, c'est tout à fait suffisant pour avoir un mouvement fluide. La vitesse de 24 images par seconde, elle a été stabilisée au moment où le cinéma est devenu sonore. Mais on sait très bien s'il y a des gens qui ont fait du Super 8, on fait du 16 images secondes. Enfin voilà, ça marche très bien. Bref, donc on fait 12 dessins par seconde. Mais au final, on a quand même un mouvement de caméra qui lui est à 24. Et donc ce qui fait qu'une image sur 2, le personnage, en fait, la caméra avance, mais le personnage n'avance pas. Donc ce qui fait que quand il se déplace latéralement, on est obligé de l'animer à 24 dessins par seconde. Donc c'est 2 fois plus de boulot. Donc voilà, il y a toute une équipe de production, notamment Angèle ici présent, qui s'occupe de détailler les plans et de dire attention, ce plan-là, il est plus cher, attention dans ce plan-là, il faut faire ça, il faut l'animer au pas de 1, on dit ça au pas de 1. Voilà, c'est des petites choses qu'on essaie d'avoir en tête, mais j'avoue que pour ce film-là, j'ai eu la grande chance, la grande liberté de pouvoir faire la mise en scène que je souhaitais, et on ne m'a pas demandé de la changer pour des questions budgétaires. Donc pour l'instant, tout va bien. A priori, la scène que vous venez de voir en animatique, vous la verrez animée telle qu'elle, avec quelques plans au pas de 1. Il y a une question au premier rang. Je voulais savoir du coup comment vous financez tout ça. C'est avec quoi? Le financement, c'est un financement assez classique comme n'importe quel film. Il n'y a pas de spécificité à l'animation, même s'il y a certaines régions notamment qui ont mis en place des soutiens pour développer l'industrie de l'animation dans leur région. Donc, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Centre. Il y a beaucoup de régions qui soutiennent l'animation spécifiquement, la Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, enfin bon bref. Donc,
Mais en gros, voilà, c'est comme n'importe quel film. Donc il y a des systèmes de subvention, soit national, soit régional. Il y a des systèmes de prévente. Donc on prévend le film à des chaînes de télévision, par exemple, qui disent, bah voilà, moi je prends l'exclusivité sur ce film-là, longtemps sur scénario. Ou des distributeurs, c'est-à-dire les sociétés qui vont amener le film dans les salles, ou le vendeur international qui va s'occuper de vendre le film à l'étranger. Donc c'est des gens qui font des paris sur les films et qui engagent beaucoup d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros, pour dire, voilà, je veux ce film-là, je veux qu'il fasse partie de mon catalogue parce que je pense que je vais pouvoir le vendre. Donc c'est toujours très appréciable d'avoir des gens comme ça, parce que ça veut dire qu'ils croient en vous et au projet. Donc voilà, donc il y a un peu d'argent privé, un peu d'argent public. Et puis après, il y a d'autres systèmes, il y a des crédits d'impôt, les producteurs mettent de l'argent aussi, il y a des systèmes de coproduction. Enfin voilà, je ne suis pas producteur, hein, donc je ne peux pas trop rentrer dans ce genre de détails, mais en gros, c'est comme ça. Ouais. Il y a des chaînes de télévision, oui, pour ce film-là, il y aura France Télévisions et Canal+. Donc on est très bien accompagné sur ce projet. Alors, les dessins, donc la question c'est est-ce que les dessins sont sur papier ou numérique? Ce que vous avez vu est entièrement numérique. Il n'y a pas de dessin sur papier là. Donc, par exemple, ce décor-là est un décor numérique, mais il y a quelques textures au fusain qui ont été scannées et qui ont été ajoutées. Mais vous les voyez, vous les percevez, mais en fait, vous ne les voyez pas. Tous les traits que vous voyez sont... En plus, là, l'image est vraiment pourrie, elle est pixelisée et tout ça, mais voilà, c'est du dessin. Il y a eu beaucoup de dessins sur papier pour la préparation, mais il y a un moment où c'est plus souple aussi de travailler sur écran. Avec la chef d'éco, donc Élodie Rémy, on passe notre temps à modifier un peu les espaces, à écarter les trucs, à réajuster. Enfin, en fait, en animation, on fait un travail de précision à tous les niveaux, puisqu'on peut intervenir à chaque image. Donc, chaque acting en fait, de personnage, on peut le changer. Chaque proportion du personnage dans son espace, on peut le changer. Tout est... Voilà, on peut agir à tous les niveaux. Ce qui peut faire de nous des espèces de contrôle fric à essayer de tout fignoler tout le temps, ce qui, à mon avis, était un problème. Je trouve que la plupart des films d'animation sont des films un peu figés, un peu morts, parce que justement, tout est contrôlé. Donc là, depuis La Jeune Fille sans main, en fait, qui était un film complètement incontrôlé, j'essaie de garder, et avec Chiara, ça a été aussi une préoccupation de voir comment est-ce que l'accident pouvait intervenir à tous les moments du film et au fait que les films soient, que les différentes étapes soient un peu décloisonnées. Voilà, en général, il y a un processus, donc on fait le storyboard, on fait le scénario, puis le storyboard, et puis le storyboard, on fait l'animatique, et là, on va verrouiller les trucs, on va dire, bon, ça va pas bouger, et puis après, on fait les décors, et ça va pas bouger, ensuite, on fait l'anime, et ça va pas bouger, donc nous, on a fait en sorte que tout puisse bouger tout le temps, ce qui, pour les producteurs, n'est pas forcément très simple. Voilà. Oui, il y a une question. Il y a deux questions. J'arrive après. Bonjour. C'était pour savoir dans ce film-là, parce que a priori c'est sur Carmen, la musique ça doit être assez important, et c'était pour savoir comment ça a été articulé, à quel moment c'est intervenu dans le processus, tout ça. Eh bien, très tôt, la musique que vous avez entendue là est une musique qui sera très proche de ce qu'il y aura dans le film. Il y a un compositeur, une compositrice, un compositeur qui s'appelle Amine Bouafa, qui vient de la musique de film, qui a fait beaucoup de films. Le dernier film de Afsia Herzi, par exemple, qui était à Cannes, là, ou Les Filles d'Olpha, où il a travaillé sur Le Sommet des Dieux aussi. Enfin, il fait beaucoup de choses. Donc, il a cette grande culture-là et ce savoir-faire. Et pour moi, son profil m'intéresse parce qu'il y a une notion de destin dans le film, et il prend un peu en charge toute cette dimension un peu adulte. Et il y a une compositrice qui s'appelle Isabelle Lodenbach, qui est ma sœur, qui est guitariste de flamenco, qui habite en Espagne et qui vient de la musique de rue. Et je voulais qu'il y ait beaucoup de musique. Il y a de la musique qui est jouée dans le film. Il y a Salva qui joue de la flûte, mais il y a des gitans qui jouent de la guitare. Et puis la musique qu'on vient d'entendre, c'est une musique qu'elle a composée elle. Et c'est un motif. Elle s'occupe beaucoup des enfants. Et c'est le motif justement de la garde montante, de l'air de la garde montante, qui fait « Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà », qu'elle a déphasé, en fait, qu'elle a un peu transformé et qu'elle a bricolé. Et en fait, que ce soit Amine ou Isabelle,
on a fait une session de work in progress au Festival d'Annecy la semaine dernière où on a beaucoup parlé de la musique. Ils prennent des éléments de l'opéra, ils les réinjectent dans la musique du film. Donc pour les personnes qui connaissent l'opéra, ils vont reconnaître beaucoup de choses, quelquefois en combinant des motifs qui viennent de moments très éloignés de l'opéra, mais qu'ils ont mis ensemble. Et pour les personnes qui ne connaissent pas l'opéra, pour nous, c'est un film qui s'adresse à un public à partir de 8 ans. Donc tout le monde ici est concerné. Et voilà, et c'est aussi une manière de présenter, c'est une sorte de Carmen pour les enfants, quelque part, même si ça raconte une histoire qui est parallèle à celle de Carmen. C'est pas l'opéra, mais voilà, ça en fait des clins d'œil et ça en utilise beaucoup de motifs. Carmen est évidemment un des personnages du film, c'est pas le personnage central. Carmen, la voix de Carmen est interprétée par Camélia Jordana, qui chante aussi dans le film. Voilà. Qui chante la habanera, mais pas tout à fait la même que dans l'opéra, et qui chante aussi une chanson. Voilà. J'avais entendu que vous étiez influencé par le mouvement du Loulipo. Oui. C'était pour savoir, parce que j'ai l'impression que ça... Quel est le lien par rapport à votre économie et tout, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Oui, alors Loulipo, juste pour rappeler ou pour dire ce que c'est, Loulipo, c'est l'Ouvroir de littérature potentielle. C'est un groupe d'écrivains qui s'est constitué dans les années 60 autour de personnalités comme Raymond Queneau ou Georges Perec, pour les plus connus, ou Italo Calvino aussi. Ouvroir, ça veut dire atelier, donc ouvroir de littérature potentielle. Ce qui me semblait intéressant, donc c'est des écrivains qui écrivent sous contrainte. Ce sont des contraintes formelles qui préexistent au résultat. Donc, par exemple, le palindrome, le fait d'avoir la même succession de lettres dans un sens et dans un autre, avec un point de jonction au centre, que ce soit pour le mot, la phrase ou tout un texte. Voilà, donc c'est des gens qui se sont donné des règles du jeu. Et il y a eu, à partir de Loulipo, d'autres ouvroirs qui ont été créés. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un ouvroir du cinéma potentiel qui a existé. Je ne sais pas s'il existe encore. Il y a eu un ouvroir de bande dessinée potentielle très actif dans les années 90 qui faisait notamment des bandes dessinées upside down qu'on pouvait lire dans les deux sens, enfin des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la forme qui émerge est contenue potentiellement dans la contrainte. Et donc, voilà, ça libère en fait les choses. Et on a créé avec des amis à la fin des années 90 l'Ouanipo, l'ouvroir d'animation potentielle. Donc on a listé un certain nombre de contraintes. Certaines sont liées à l'Oubapo, à la bande dessinée, mais on a trouvé quelques contraintes très spécifiques. Alors c'est pas un style, c'est vraiment une règle du jeu, quoi. Et notamment une des contraintes qui m'a les plus intéressé, c'est la cryptokénographie. On a essayé de trouver le mot le plus compliqué possible. Cryptokénographie, il faut quand même imaginer qu'on est quand même des gens, enfin on est avec des bières et des paquets de chips, hein, c'est pas non plus très... Voilà. Et la cryptokénographie consiste à faire une animation figurative dans laquelle aucun des photogrammes n'est porteur de la figure. En clair, si on fait lecture, on voit ce que c'est. Si on fait pause, on ne voit pas ce que c'est. En encore plus clair, si je fais lecture, je vois un chat qui marche. Si je fais pause, je ne vois pas de chat. Du tout. Ça veut dire que c'est uniquement le mouvement qui donne le sens. Et ça m'a libéré l'esprit. En fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, il y a plein de manières de répondre à la contrainte. Je vous laisse réfléchir. Et notamment, une manière pour moi de répondre à la contrainte, c'est de déstructurer le dessin le plus possible. Et de faire justement, de parier sur la capacité du cerveau à reconstituer des images qui sont toutes incomplètes. Donc alors j'ai fait avant de partir pour faire La jeune fille sans main, dans sa version définitive, j'ai fait une résidence Ouanipo où on s'était donné comme contrainte avec un ami de faire 1 minute par heure. Et les animateurs, ils font 2 secondes par jour. Là, on voulait faire 1 minute par heure. Comment faire 1 minute par heure d'animation, voilà, pendant 10 jours. Et donc, on a déblayé le terrain, on a fait plein d'essais, plein de trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, etc. Et en fait, une approche cryptokénographique, donc avec un dessin très structuré, très déstructuré, très lacunaire, m'a semblé être une bonne réponse à la contrainte. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait La jeune fille sans main, en fait, comme vous l'avez vu. C'est-à-dire, si je n'y avais pas eu ces recherches un peu théoriques, j'aurais jamais eu l'idée de me lancer dans un truc pareil. Bon, puis évidemment, si j'avais pas eu l'occasion de partir dans cette résidence fortuite, quoi. Donc le cadre a été, il y a eu une espèce de temporalité. Résultat, je suis très content de ne pas avoir réalisé la première version du film, La jeune fille, le diable et le moulin, parce que je trouve que La jeune fille sans main est plus intéressant, parce qu'entre-temps j'ai grandi, j'ai fait ces expérimentations. Et donc c'est ce travail de recherche expérimentale qui a en fait, ça a été ma boîte à outils et ça a libéré mon trait, et c'est ce que j'essaie de
transmettre à mon équipe d'animation, ce qui n'est pas facile parce que les animateurs et animatrices sont des gens à qui on demande des choses très spécifiques. Il y a des gens qui travaillent depuis 20 ans, 25 ans. Et en gros, quand j'arrive en disant « mais là, le dessin, il est fini », alors qu'en fait, il y a plein de trous, il manque plein de traits, ils me disent « mais non, c'est pas possible, attends, tu me demandes le contraire de ce qu'on me demande depuis 20 ans ». Donc, quelquefois, c'est un retournement de l'esprit pas évident. Certains y arrivent bien, d'autres y arrivent moins bien. On fait avec. C'est une matière humaine qui est riche. Mais voilà, donc le lien à l'Oulipo, c'est celui-ci. Bonjour. Excusez-moi si je bafouille, je suis très intimidée parce que j'admire beaucoup votre travail. Donc je voulais commencer par vous dire ça. Merci beaucoup. Et je voulais vous demander, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez participé aux commissions du CNC. Quels conseils vous donneriez aux réalisateurs débutants pour constituer ce dossier en question? Ouf, vaste question. Ça dépend vraiment du film. Il faut être clair. Il faut être clair, il faut savoir ce qu'on veut, il faut être clair dans ses intentions. Moi, j'ai l'impression que c'est le premier conseil que je donnerais. Pour ma part, j'essaie de faire des films simples qui peuvent s'expliquer simplement. Je ne sais plus quelle est la citation de Boileau, je crois. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, etc. Voilà. On voit passer des dossiers de nature très différente. Donc, il n'y a pas une typologie de dossier. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais sur le site du CNC, il y a une scénariothèque où vous pouvez avoir accès à plusieurs scénarios de films qui ont été soutenus par le CNC. Et c'est assez intéressant de voir comment les uns et les autres ont pu présenter leur projet. Mais si un film est encore un peu flou dans la tête du porteur de projet, en général, ça se sent dans le dossier. Voilà, donc soyez clair avec vous-même, soyez sincère, mettez un maximum d'éléments. J'ai pas d'autres conseils que ça. Il faut y croire, c'est tout. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Je ne sais pas qui parle. Je suis là, je suis tout oui. en haut. Oui. Moi, comme madame aussi, j'aime beaucoup votre travail et je voulais vous remercier pour cette séance extrêmement généreuse et passionnante. Voilà. Merci beaucoup. Et j'aurais souhaité vous entendre sur votre processus en fait, de choix des interprètes, pour ne pas dire casting en fait. Si, c'est absolument un casting, ouais. Voilà, mais moi qui travaille en prise de vue réelle, j'écris en pensant à des corps, en pensant à des visages, et voilà, j'ai toujours été très curieuse dans le travail de l'animation, quoi, de voir à quel moment intervient. J'imagine qu'il est différent selon les projets, mais est-ce que vous écrivez en pensant à des voix, des comédiens j'ai trouvé très beau là, de voir cette archive du tournage de Linda Veu du Poulet sur la direction d'acteurs, où moi j'avais toujours un peu l'idée préconçue que les voix s'enregistraient uniquement en studio. Là, de voir ça en décor concret, j'ai trouvé ça vraiment... j'étais ravie de voir ça à l'endroit de la direction d'acteurs. Mais voilà, j'aurais voulu vous entendre un petit peu peut-être sur Linda Veu du Poulet. Ou, par exemple, Clotilde M, qui n'a absolument pas le physique des dessins que vous prêtez à Paulette, quoi, par exemple. Enfin, voilà, de comment tout ça fonctionne, comment ça se rencontre. Ouais. Alors, pour chaque film, ça a effectivement été différent. Pour La Jeune Fille, alors comme le film est un peu improvisé, j'avais pas vraiment d'idée préconçue. On n'a jamais d'idée préconçue. On pense pas à des gens quand on écrit. En tout cas, pas à Linda. Et même Prends garde à toi, j'ai pas imaginé de gens. Donc c'est vrai que le travail de casting est un travail particulier parce que c'est un casting voix, mais pas un casting doublage. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était des comédiens, des comédiennes, des gens qui soient pas des comédiens de doublage, qui puissent engager leur corps dans le jeu. Ça, c'était le cas en tout cas pour Linda et pour Prends garde à toi. Pour La Jeune Fille, j'étais tout seul, j'avais pas vraiment d'argent, ça c'était un peu compliqué. Il y a un producteur finalement qui m'a rejoint, et puis finalement les films Péléas sont revenus, et la voix de la jeune fille était très compliquée pour moi parce que j'étais cette jeune fille en fait, je vivais avec cette jeune fille tous les jours, et donc c'était un peu compliqué. Et j'ai fait un exercice, j'aurais pu vous ramener ça. J'ai fait un exercice intéressant. J'ai pris un plan de la jeune fille où elle parle et je suis allé prendre des bandes annonces avec plein d'actrices. Plus ou moins connues. Je me souviens qu'il y avait, je sais plus, Christa Terray, Adèle Haenel, enfin voilà, des tas de gens. Et c'est la jeune fille qui parle, avec le son de cette bande-annonce. Donc j'ai mis des voix et j'étais incapable de savoir quelle était la bonne voix. Et j'ai fait écouter à deux personnes, à ma compagne et au producteur.
C'était anonyme. J'aime bien l'anonymité, l'anonymisation des... Pareil, le casting des animateurs et animatrices, il a été anonyme. Et les deux m'ont dit la numéro 3. Et la numéro 3, c'était Anaïs de Moustier. Et quand j'ai rencontré Anaïs, elle m'a regardé avec des yeux en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce dingo qui fait son film tout seul ?» Et le premier soupir qu'elle a posé sur la jeune fille, donc là, pour le coup, c'était un doublage, je me suis dit « C'est elle. C'est vraiment elle. » Elle était parfaite tout de suite, quoi. Et pour les deux autres films, il y a eu un casting, donc voilà, et où pour Prends garde à toi, je ne voulais pas savoir qui faisait les voix, je voulais juste écouter la voix. Et je me souviens d'un comédien que j'avais sollicité en pensant que ça aurait été la bonne voix, et je lui avais dit, mais tu sais, il faut que j'éprouve ta voix sur le personnage. Et en fait, quand j'ai mis sa voix sur le personnage, et je l'ai montré aussi, alors, tout le monde m'a dit, mais ça va pas, c'est pas ce personnage-là. Donc c'est un travail assez compliqué, assez spécifique. Linda, la voix de Linda, c'est la petite fille, on la connaît depuis sa naissance, on connaît son caractère, on connaît sa capacité de jeu, donc tout de suite on s'est dit ça va être Mélinée. Ses deux parents sont cinéastes aussi, elle baigne là-dedans, enfin voilà, donc il y a aussi une capacité à être à l'aise. Elle connaissait déjà Clotilde, parce qu'elle avait déjà travaillé avec elle, elle n'avait jamais fait de film, mais elle se connaissait parce que voilà, elle se connaissait, quoi, elle s'était déjà rencontrée. C'est aussi des rencontres, quoi, beaucoup. Et s'il y a du désir de la part des comédiens et comédiennes, pour cet exercice, c'est mieux. Voilà. Alors, je suis désolé, on ne peut plus prendre de questions. Une toute dernière. Bonjour. Moi, je voulais savoir si, du coup, sur Prends garde à toi, c'était quand même une production un petit peu plus grosse. Est-ce que dans le futur, vous voudriez continuer à faire des productions de cette envergure, ou vous voudriez retourner sur des productions avec des équipes plus réduites, voire refaire des films seuls ? Alors, refaire un film seul, non. Ça a été très dur. Travailler avec des équipes réduites, en fait, sur Prends garde à toi, on est une équipe relativement réduite. C'était ce que j'avais demandé au producteur et à la productrice qui m'avait dit oui, on veut que tu sois hyper confort, on va faire un film à 9 millions. Et je leur ai dit c'est trop cher. C'est trop cher. Ça veut dire qu'il y a une partie qui va se faire en Belgique, une partie au Canada, une partie au Luxembourg, une partie à Paris, une partie je sais pas où. Donc là, c'est un peu le cas, mais tout le film se fait finalement en France. Donc le budget est moins élevé. Et en fait, les équipes sont pas trop... à l'anime, il y a 13-14 personnes, quoi. Donc c'est tout à fait humain. Et finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire le film. C'est pas tellement de le terminer, c'est pas tellement l'objet final, c'est plus le processus qui m'intéresse. Donc finalement, le fait que le film soit à 7 millions plutôt que 3,6 millions de Linda, je vois pas vraiment la différence. Je comprends pourquoi c'est plus cher. D'abord, les gens sont mieux payés aussi. Donc ça, c'est bien. Il y a effectivement quand même plus de monde, mais ça reste quand même très humain. C'est pas l'usine à gaz. J'ai la possibilité d'animer sur le film, ce qui est très rare quand on est réalisateur de long métrage. Donc je vais animer au final peut-être 7 minutes de film. Et j'en suis ravi. Voilà. Donc ça, c'est très... Pour moi, le confort, il est là, en fait. Après... tout film est différent et je suis tout prêt à ne pas refaire 2 fois la même chose. Donc, je sais pas, peut-être que le prochain film il sera fait en 3D, pourquoi pas. Et moi, je suis là pour apprendre, de toute façon. Donc, Et si ça vous intéresse, à 19h, il y a une dernière table ronde des journées qui, précisément, s'intitule « Mettre en scène une question de budget ». Et il y aura Agnès avec Patron, Axel Roper, qui évoquait Sébastien. Et Agnès Patron et une autre cinéaste d'animation, absolument, Agnès Patron, et Nicolas Klotz, animé par Gaël Lépingle. Merci Seb. Merci à vous. Merci.